Cette édition du dimanche 1er février 2026. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Le Premier ministre chef du gouvernement ordonne le maintien du contrat de SGS au port autonome de Douala-Bonabéry. La décision intervenue à l'issue d'une réunion de crise est censée mettre un terme au bras de fer opposant le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, au directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, autour du scanning des marchandises dans ce port. Précisons en effet que le directeur général du PAD avait acté le retrait de SGS et attribué le marché à Transatlantique à partir du 1er janvier 2028. Un contrat, non? Ce après, selon plusieurs sources, une réunion à la présidence de la République. SGS, la présidence de la République, dit non. La primature dit oui. 2023, Yaoundé déclare avoir exporté 22,3 kg d'or quand les Émirats arabes, principaux importateurs de l'or camerounais, affirment avoir acheté 15,2 tonnes d'or d'origine camerounaise. Ces chiffres sont consultables dans le rapport 2023 de Initiative pour la transparence des industries extractives, en abrégé ITI, dévoilé le 10 décembre 2025. Le constat est sans appel, une part importante de la richesse aurifère camerounaise s'évapore dans un commerce parallèle qui échappe totalement au contrôle du trésor public camerounais. On parle de ces sujets avec vous, Martial Bissoc. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous, Léla. Vous savez que vous êtes le plus beau visage de la télévision au Cameroun et c'est un plaisir d'être sur la parcours. Rassurez-moi, vous ne venez pas sur le plateau parce que vous estimez que je serai le plus beau visage, rassurez-moi. Vous êtes journaliste. Un visage intellectuel, un visage cathodique. Pas très catholique, mais un visage sérieux. Mais la télévision, c'est de la télégénie. Hein, il faut le dire. On l'oublie souvent. Et après, vous me présentez juste comme un militant du RDPC. J'espère que c'est pas pour être à la vindicte populaire. J'assume, je vais répondre. Mais il ne faudrait pas qu'on limite. Vous voyez, c'est ce qui est souvent décevant un peu chez nous. C'est qu'on nous invite dans des débats où c'est clivant. C'est mais bengo ou ngongo. C'est ceci ou cela. On ne donne pas l'occasion aux intellectuels de donner leur vision pour le pays. Qu'est-ce qu'on pense? Nos prévisions, nos projections, nos rêves. Et c'est limitant. Et après, je ne peux pas avoir 30 ans de carrière pour dire que juste, je viens dire oui ou non, ou non ou non. J'espère qu'on va pouvoir avancer parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le pays et c'est le patriotisme. Le reste est accessoire. Très bien. Je précise également que dans une autre vie, vous étiez justement journaliste ici au Cameroun. Donc, ces hommes politiques, vous les connaissez très bien. Oui, pour la plupart. Je ne vais pas dire que c'est des frères, c'est des amis, et c'est avec beaucoup de respect que j'accepte l'invitation parce que j'aime. Je découvre Maître Tamfou. Oui. Maître Ngwana, qui est le formateur de l'eau. C'est Ngwana, non? Oui, Maître Moustapha Ngwana. C'est un dur, hein. Il est là depuis. Je pense que c'est un vrai militant de l'opposition. Et puis le grand économiste. À l'époque, vous l'avez souvent reçu sur vos plateaux, oui ou non? Qui ça? Vous l'avez souvent reçu? Non, il ne m'a pas reçu. D'accord. On a fait des plateaux, je pense. Je crois aussi. Oui, très bien. Alors, Martial Bissoc, alors que le réaménagement ministériel... Vous êtes un aîné dans la profession, c'est toujours parler, sans langue de bois. Ça, vous pouvez me le reconnaître. Tout à fait. Alors, je disais, alors que le remaniement ministériel annoncé par Paul Biya reste attendu, c'est un constat. On vous voit de plus en plus sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous attendez un poste ministériel? Est-ce que vous êtes dans une sorte de lobbying? Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vous espérez quelque chose? Est-ce que vous avez été consulté? Quelqu'un vous a promis quelque chose? Léla, mais je peux prendre ça sur 2 tons, mais je vais aller vite. Oui. Tout ce qui... je suis un homme de l'appareil. Tout ce qui peut se dire en secret pour le respect républicain ne peut pas être dévoilé ici. Deuxième chose, la fonction de ministre n'est pas une fonction, pour moi, axiomatique. J'ai réussi ma vie en étant un petit planteur, en ayant fait de petits boulots, en n'ayant pas triché avec la morale, en n'ayant pas flirté avec... Donc, je n'attends pas des prébendes pour vivre, je n'attends pas une nomination quelconque, je ne force pas.
Mais je suis prêt à servir parce que c'est notre rôle. Le titre de ministre, ça veut dire serviteur, pas plus. Sauf au Cameroun où les gens se sont empiffrés et en tonnes de milliards. Mais si on m'appelle par bonne aventure pour servir l'État, je le ferai. Mais je pense que mes rêves vont au-delà de ce simple poste de ministre. Je rêve d'être président de ce pays. Je l'ai fait savoir. J'avais un projet de société depuis 2015 qui a été écrit et édité, le pacte collectif du bien-être. Vous voyez, on limite les gens au Cameroun et on veut les mettre tous dans des cases. Moi, j'ai rêvé grand. Je veux être président de ce pays. Je sais que Paul Biya, c'est la fin, ou c'est vers la fin, et enfin une fin qu'on souhaite en douceur. Mais le champ est ouvert pour que les brillants fils du Cameroun, que je m'exprime sur la volonté suprême. En 2018, je rappelle qu'en 2018, effectivement, vous l'avez dit, vous avez essayé d'être candidat à l'élection. J'étais le premier candidat déclaré à cette élection. Oui. Ça peut faire rire aujourd'hui, mais c'était pour amener un vent de jeunesse. Et je suis heureux aujourd'hui que plein de jeunes se soient engouffrés dans la brèche, qu'ils se soient taillés les dents et qu'ils aient pris une bonne posture. Mais il faut que dans un pays qui... Quand vous dites ça peut faire rire, est-ce que c'est parce que vous avez décidé, après avoir, on va pas dire combattu Paul Biya, décidé de rejoindre les rangs du RDPC? Est-ce que c'est pour ça que vous dites ça peut faire rire? Il y a d'autres qui ont mangé avec Paul Biya toute leur vie et aujourd'hui disent qu'ils le combattent. C'est plutôt eux c'est là qu'il y a l'incohérence. Moi, je ne suis pas derrière Paul Biya. Je regarde un appareil, je regarde le système et je dis qu'est-ce qui peut être avantageux pour mes idées demain, qu'est-ce qui peut m'arranger, quel est le moteur, le véhicule que je peux utiliser. Vous savez, la politique, il faut beaucoup d'idées, mais beaucoup d'argent. Et l'appareil politique concourt à avancer dans sa stature politique. Mais si vous n'avez pas d'appareil politique, vous avez vu lors des dernières élections, tous les gens qui ont disparu de la compétition avec un taux de glycémie à cette élection, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'appareil politique. Et l'appareil politique, c'est le RDPC qui confisque toutes les ressources, je vais dire, intellectuelles et matérielles de ce pays pour l'instant. Donc il faut... Vous dites que c'est le RDPC qui confisque toutes les ressources matérielles. J'espère que vous vous rendez compte. Il a dit matériel. Vous avez dit matériel également. Et intellectuel. Il faut insister sur intellectuel. D'accord. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes aujourd'hui militant du RDPC. Sa présence dans le RDPC est une défaite, parce qu'il il se dit qu'on ne peut pas faire autrement quand vous l'écoutez. Ça veut dire qu'il est au RDPC parce qu'il se rend compte de ce que... Vous savez que Maître Moustapha Ngouana, que je ne vous avais pas encore présenté. Il est complètement... Voilà. En tout cas, vous me présenterez tout à l'heure. D'accord. Allez-y, monsieur Bissok. Monsieur Bissok avait la parole. Vous voulez prendre mon temps de parole? Non, allez-y, monsieur Bissok. Ce que j'étais en train de dire, c'est que le RDPC, c'est l'appareil le plus puissant aujourd'hui au Cameroun, dans tous les domaines. L'appareil financier? Tout ce que vous voulez. D'accord. C'est pas moi qui ai créé cette situation, je constate et je dis... Il y a peut-être là à voir. Il faut cesser de rimer l'image du RDPC à un seul homme. Le RDPC, c'est une émanation de l'UNC. C'est un patrimoine commun. Rien n'exclut que demain, le RDPC s'habille de nouvelles couleurs, d'une nouvelle idéologie ou aille vers une autre mutation. Très bien. Et c'est cette mouvance-là qui m'inspire et qui m'intéresse. Merci. C'est pas les vieilles ours. Merci en tout cas, M. Bissok, d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Edmond Kuaté. Il est économiste. Bonjour, M. Kuaté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Leïla, et bonjour à tous ceux avec qui j'aurai l'honneur de co-discuter ce dimanche. Bonjour également à tous ceux qui nous font l'honneur de nous suivre à la maison. Merci pour l'invitation. Alors, vous aurez deux questions d'entrée. Une question sérieuse. Je suis d'humeur assez joueuse ce dimanche. Et une question un peu plus légère. D'abord, la sérieuse, on apprend que plus d'un mois après son licenciement, l'ex-sélectionneur des Lions indomptables continue de percevoir son salaire. Lié justement à cette fonction, environ 30 millions de francs CFA mensuellement, à en croire le journal Mutation, qui ajoute que sauf ces retournements de situation, il en sera ainsi jusqu'en septembre, date de la fin de son contrat avec le Cameroun. Commentaire. Est-ce qu'on peut parler de gabegie financière? Ce ne sera pas nouveau dans notre environnement. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations assez saugrenues comme ça. Et très souvent, je vois les gens se livrer à des batailles de chiffonniers. Et ça entraîne beaucoup de débats. Mais les gens ne mesurent pas le poids, n'est-ce pas, de certaines responsabilités dans lesquelles ils engagent tout un pays entier. Vous savez que pendant longtemps, on a assisté avec, beaucoup
je vais dire, parfois on regarde comme ça les batailles entre d'un côté le MINSEP, la FECAFOOT et tout cela. Mais les gens ne savent pas ce que ça coûte au Cameroun. C'est-à-dire que si on vous décline le coût de tout cela sur le plan financier et autres sur le plan matériel, vous verrez que ça nous coûte énormément. C'est-à-dire que vous allez voir, si nous restons sur la situation que vous avez présentée, voilà un entraîneur qui a été recruté par le ministère, je vais dire par le ministère des Sports, et que quelqu'un d'autre a pris sur lui. Je crois que c'est parallèle au débat que nous allons mener tout à l'heure sur le port autonome. Sur le port autonome. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous arroger plus de droits que vous n'en avez. C'est un principe sacré du droit, mais Maître Moustapha, certainement, sous le contrôle de qui je parle, il est là, il va comprendre. Vous ne pouvez pas vous arroger plus de droits que vous n'en avez. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le pouvoir de recruter quelqu'un, qu'est-ce qui vous donne le pouvoir de licencier la personne? Il y a ce qu'on appelle les effets induits, n'est-ce pas, d'un acte légal. Vous n'avez pas recruté quelqu'un, mais vous prenez sur vous de licencier la personne. Il y a une démarche à observer. Et donc, il me semble que cette situation était attendue. Moi-même, je savais que ça devait arriver parce que c'est le ministère de l'Éducation qui avait recruté M. Macbrice et il appartenait au ministère des Sports, n'est-ce pas, de le licencier et, n'est-ce pas, d'en assumer toutes les conséquences. Mais lorsque c'est la FECAFOOT qui a pris sur elle de licencier M. Macbrice, il fallait bien comprendre. Et je crois que ça va créer un autre parallèle qui est que le nouvel entraîneur qui a, n'est-ce pas, qui officie aujourd'hui à la tête de notre équipe nationale, qui va le payer, qui le paye, d'où vient l'argent? Tant que nous savons comment cette histoire est corsetée, oui, c'est l'employeur, n'est-ce pas, c'est évidemment je vais dire la FECAFOOT, mais le payeur, c'est l'État au travers du ministère de l'Éducation. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû garder Macbrice malgré les résultats mitigés? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, à quoi est-ce qu'on mesure les résultats mitigés? Je rappelle que nous n'allons pas à la Coupe du Monde. Oui. Ça, c'est un autre débat. Pourquoi est-ce que les résultats sont même mitigés? Est-ce que ces gens-là travaillaient dans un climat serein? On peut questionner tout cela. Lorsqu'on évalue les résultats, il y a un ensemble de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir évaluer, n'est-ce pas, le travail de quelqu'un. Il travaillait dans quel environnement, lui? Les joueurs également, ils produisaient dans quel environnement? Est-ce que le climat qui prévalait dans la tanière était de nature à garantir des résultats qui nous permettent d'arriver à la Coupe du Monde ou alors, n'est-ce pas, d'avoir une place alléchante dans les compétitions? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, ça, c'est un autre débat. Peut-être les technocrates en la matière pourront, n'est-ce pas, mener ce débat. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il faut être quand même conséquent lorsqu'on gère les affaires d'une nation. Il faut toujours savoir se départir, n'est-ce pas, personnellement des affaires de la nation. Il ne faut pas mettre trop du moi dans les affaires de la nation. Et je pense que c'est là où le problème se trouve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens ont un comportement impérial qui leur donne l'impression qu'ils ont de la prégnance totale sur un pan de la vie nationale. Le sport, c'est un pan de la vie nationale. Et donc, lorsque vous avez, n'est-ce pas, le privilège de présider à, je vais dire, à la destinée, je vais dire, d'un pan de la vie nationale, il ne vous appartient pas de définir les règles. Et surtout, vous devez tout simplement vous, je vais dire, vous adapter, vous acclimater à la réglementation. Si elle ne vous convient pas, vous entamez les démarches qui vous permettent, n'est-ce pas, de modifier les règles, mais toujours est-il qu'il faut respecter la réglementation. Merci Edmond Kete. Alors, je disais, on sort avec vous sur un temps léger. Est-ce que l'artiste Marthe Zambo, elle a reçu son enveloppe de 10 millions de francs CFA, la maison... D'ailleurs, cette promesse, vous l'avez vraiment faite, 10 millions de francs CFA, une maison et un chauffeur à vie. Oh ben écoutez, je pense que ça fait beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Il se passe tout simplement que lors d'une cérémonie, de la cérémonie de mon mariage, Marthe Zambo était appelée à prester, et j'ai vu son état, je connaissais déjà sa situation, je connaissais déjà tous les travers par lesquels il était passé, et quand lorsqu'elle est venue, c'est pas moi qui l'avais invitée, c'est les gens qui planifiaient, qui avaient invité les artistes, qui devaient prester, et j'ai vu son état qui était
piteux et j'ai estimé qu'elle ne pouvait pas chanter dans cet état. Mais à contrario, ce que j'ai fait, c'était, n'est-ce pas, de lancer un élan de générosité compte tenu de la qualité des invités qu'il y avait dans la salle. Il y a eu un élan de générosité qui a mobilisé beaucoup de fonds et j'ai donc dit, je commençais par moi, je mettais à sa disposition une petite parcelle de terrain et j'ai dit aux invités, vous avez la responsabilité de construire ce qui a été fait. Il y a eu les levées de fonds et puis les gens ont suffisamment contribué. J'ai estimé que c'était... La parcelle de terre, vous l'avez fait déjà? Oui, c'est déjà fait. Où? À Douala ou... Oui, à Douala, effectivement, à Bomono. C'est là où elle va construire. Donc, on est en train de finaliser avec les plans de sa maison. On va lancer les constructions certainement en février-ci. On va lui construire sa petite maison. Donc, c'est une action continue avec les invités du mariage? Tout à fait, c'est une action continue. Jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire la construction de sa maison, tout à fait. Chauffeur à vie? Oui, par contre, c'est moi qui donne le chauffeur. Ça fait partie de mes effectifs. On va lui donner un véhicule, un petit véhicule. Et le chauffeur fera partie déjà de mes effectifs parce qu'elle ne peut pas se payer un chauffeur. Donc, si vous lui donnez un véhicule sans pouvoir lui donner un chauffeur, ce sera... Vous lui avez déjà donné le chauffeur et le véhicule ou alors c'est quand la maison sera prête? Oui, on va le faire. Ce sera un package qu'on va faire. Vous serez invité puisque ça a été médiatisé. C'est une action que je voulais assez discrète. Mais je crois que vos collègues des médias ont pris sur eux de démocratiser cela. Et donc, pour rester quand même parallélisme de forme, il faudrait que le moment venu, lorsque on lui avait ça fait en 6 mois, je crois qu'on va contracter un peu les délais si mes équipes, n'est-ce pas, se mobilisent rapidement pour qu'elle ait rapidement... Ah, ça doit être fait en 6 mois, oui, la construction de la maison? La construction de la maison, ça doit se faire en 6 mois. Mais je pense qu'on peut contracter légèrement les délais si je m'en tiens à ce qui est en train d'être fait. Et donc, je pense que peut-être qu'avant 6 mois, vous serez appelé à venir couvrir l'événement pour se rassurer et rassurer tout le monde qu'effectivement, elle a vivement que ça se fasse pour cette mémoire. Merci en tout cas Edmond Kouyaté d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons Maître Moustapha Ngwana, il est avocat. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Tout à l'heure, j'ai dû intervenir de manière intempestive. Oui. Et je me suis arrêté parce que bon, j'essaie d'être gentleman lorsque les circonstances l'imposent. Donc c'est un plaisir renouvelé d'être là. J'espère que nous serons à la hauteur des débats. Alors, plus de 3 semaines après l'annonce d'un nouveau, puisque vous étiez tellement intéressé par le sujet d'entrée de M. Marcel Bissol, dont je le disais, plus de 3 semaines après l'annonce d'un nouveau gouvernement par le chef de l'État, on n'a toujours rien. Est-ce qu'il se pourrait que les clans au sommet de l'État, dont ont souvent parlé les hommes politiques et même la presse, aient un impact sur le fait que finalement ce gouvernement tarde à venir? Vous me demandez si le fait que la presse et tout le monde en parle... Non, les clans. Oui. Les luttes des clans au sommet de l'État. Est-ce que ça a un impact, ça pourrait avoir un impact sur le fait que finalement ce gouvernement tarde à être mis sur pied? Je pense que ces observations figurent entre autres au nombre de circonstances qui peuvent influencer la non-tenue à date. Vous avez dit 3 semaines, c'est déjà plus d'1 mois, parce que c'était le 31 janvier. La non-tenue à date de cette promesse que le président de la République a faite. Donc je pense que je pense que les luttes de clans, même le problème que nous avons au port autonome de Douala, c'est toujours la lutte des clans. Il y a une espèce d'embrigadement de la République par quelques personnes qui ont des intérêts autres que ceux que les intérêts du Cameroun, lesquelles personnes jouent des coudes, font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas quitter le gouvernement. Vous devez également savoir qu'il y en a parmi eux qui ont été clairement mis à l'index par le FMI, qui a demandé que les ministres qui ne sont pas productifs puissent être démissionnés pour que nous puissions avoir un gouvernement qui redonne la confiance, comme a dit le GECAM. Donc vous comprenez, il y a également qu'il ne faut pas se voiler la face. La sénescence de notre président de la République, la vieillesse de notre président de la République. Il ne faut pas croire qu'à 93 ans, sans compter les impôts et taxes, un homme puisse avoir la même agilité qu'il avait lorsqu'il avait 49 ans. Si à 49 ans, il n'a pas pu réaliser, je doute fort qu'il puisse le faire davantage lorsqu'il a 93 ans et peut-être plus. Donc, je pense que tous ces facteurs-là, tous ces facteurs que vous avez évoqués, l'âge du président, les pesanteurs externes, parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs externes,
Vous savez qu'il y a des personnes qui bénéficient de ce qu'on appelle la science administrative des hiérarchies parallèles, des personnes qui ont des pouvoirs, qui pourraient même venir de la cuisine du chef de l'État, qui estiment qu'ils ont davantage de force pour pouvoir appuyer sur des leviers qui sont de nature à paralyser la République. Et il ne faut pas également se tromper qu'il y a des dossiers également judiciaires qui font craindre à bon nombre d'entre eux. Parce que lorsque vous voyez une affaire comme Glencore, c'est une affaire, peut-être au Cameroun, on ne la prend pas au sérieux, c'est une affaire qui est on ne peut plus sérieuse sur le plan international. Il faut savoir que la justice anglaise, ce n'est pas la justice camerounaise. Les Anglais ont décidé d'épingler toutes les personnes qui ont eu maille à partir avec les deniers publics dans le cas de cette affaire. Et je pense que ces personnes-là qui sont dans le sérail ne voient pas d'un bon œil la possibilité de partir du gouvernement, parce que si pas du gouvernement, je crois qu'ils seront des proies on ne peut plus facile. Et cela faciliterait leur descente aux enfers. Donc je pense qu'aujourd'hui, la République est constipée. La République est complètement à la rue, parce qu'il faut le dire. Parce que le président de la République n'avait pas l'obligation de nous... C'était un pouvoir discrétionnaire. Il n'était pas obligé de nous dire qu'il allait nommer un gouvernement dans les jours qui viennent. Quand vous dites les jours qui viennent, ça veut dire que dans les jours prochains, ça veut dire qu'on ne fait pas une semaine. Si c'est plus d'une semaine, vous dites que dans les prochaines semaines. Parce que je crois que la langue française a quand même des assonances, des dissonances qu'il faut... Mais une semaine également, c'est 7 jours, c'est des jours. Oui, mais si vous allez à plus d'une semaine... c'est des jours. Si vous voulez, non, mais il aurait dû dire plusieurs semaines. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, on doit avoir un discours qui est quand même imbibé de précision. Donc je pense que le chef de l'État est dépassé par les événements. Très bien. Il est dépassé par les événements. Alors, Maître Moustapha Ngodin, je peux me tromper, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on reçoit sur des plateaux de télévision des ex-militants de l'opposition qui ont décidé de prendre la carte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que ceux qu'ils ont laissés dans l'opposition leur en veut. Pourtant, à contrario, quand certains partent du pouvoir, de la sphère décisionnelle, et viennent dans l'opposition, on les accueille, ils sont accueillis avec des bisous, même lorsqu'ils font des va-et-vient. Moi, je pense que lorsqu'on a une république qui est complètement à lambeau comme celle du Cameroun, lorsque vous avez été très souvent, quand vous avez été pendant longtemps en train de critiquer, et que du jour au lendemain, vous partez de la posture de critique pour vous retrouver dans le gouvernement, sans que vous nous donniez des raisons objectives qui puissent justifier que vous vous y retrouviez. Mais c'est le changement de l'intérieur. Non, mais le problème c'est que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi un changement de l'intérieur. Il ne faut pas se voiler la face. Personne n'a réussi. Très souvent, si ce n'est pas pour des intérêts égoïstes, c'est une manifestation de défaitisme. Vous avez vu tout à l'heure, par exemple, M. Bissok, pour qui j'ai le plus grand respect, lorsqu'il tenait son discours, il a clairement laissé entendre que le RDPC contrôle tout, qu'il est quasiment impossible de pouvoir battre le RDPC. Ce qui n'est pas vrai, puisque le RDPC déploie toute sa machine illégale pour priver l'opposition de la possibilité de faire les choses de manière convenable. Moi, c'est peut-être pas l'occasion de revenir là-dessus, mais j'ai défendu un candidat le 4 août. Il s'appelle Maurice Kamto. Qu'est-ce qui pouvait justifier sur le plan légal que l'administration territoriale ait fait des manipulations sur les sites internet, qu'on fabrique des documents pour pouvoir exclure un candidat et on prétend que l'opposition est mal organisée. Mais si vous êtes sûr de votre fait, au-delà même de la mauvaise qualité des textes que nous avons, dont nous souhaitons nécessairement des réformes, pourquoi est-ce que vous empêchez aux gens de pouvoir être candidats? Si vous êtes si fort que cela, pourquoi est-ce que vous déployez la machine de la fraude? Pourquoi est-ce que vous falsifiez les procès-verbaux? Vous comprenez donc que la force n'est pas du côté du RDPC, comme on le dit. La force est du côté du peuple qui peut à chaque fois décider de qui va poursuivre, qui va gérer nos affaires. Mais le problème, c'est que c'est la répression sauvage qui, par exemple, aujourd'hui, fait que nous nous retrouvions aujourd'hui encore avec le RDPC au pouvoir. Il faut avoir la possibilité, il faut avoir le courage de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Donc, je ne peux pas m'expliquer que vous soyez dans l'opposition, vous critiquez du 1er janvier au 31 décembre, du jour au lendemain, vous vous retrouvez de l'autre côté, sans que vous ne puissiez nous donner des raisons objectives qui vous ont amené à changer de veste. Mais par contre, lorsqu'une personne se retrouve avec
des personnes pas recommandables et qui décident de faire un repentir, même si c'est un repentir tardif, même nous qui sommes les juristes du droit, qui sommes les juristes, lorsque le repentir a un effet sur l'ascension, vous comprenez? Alors on se dit tout n'est pas perdu. On se dit qu'il est possible de regagner quelques hommes. Et il ne faut pas se tromper, La plupart des pays où on a réussi à avoir des renversements du système, très souvent, il y a des départs à l'intérieur du système qui fragilisent davantage le système. Donc quand quelqu'un part du système, nous applaudissons des deux mains. Parce que pour nous, c'est un processus de fragilisation du système qui est en train de se mettre en place. Si prenons le cas de ces élections que nous avons eues dernièrement, le RDPC pouvait perdre dans toute la République et savait qu'elle pouvait s'arroger le Grand Nord à tout moment. Mais aujourd'hui, par exemple, le fait que nous avons eu des candidats du Grand Nord, les candidats du Grand Nord ont assuré un certain contrôle de l'élection dans la partie septentrionale. Ça a, par exemple, fragilisé davantage le RDPC. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui quitte le RDPC pour rejoindre les rangs de l'opposition, nous qui sommes de l'opposition, nous ne pouvons faire rien d'autre que d'applaudir. Donc, ce n'est pas la même chose que de quitter l'opposition et aller au RDPC. Je tenais à le dire. Très bien. À côté de vous, Maître Richard Tanfo, avocat, il est militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla et bonjour à mes co-discutants. C'est un honneur pour moi de revenir encore sur ton plateau. Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Et je tiens aussi également à saluer les militants et sympathisants du PCRN. Alors, il y a cette affaire vous concernant qui a été longuement débattue en décembre dernier. J'imagine que vous savez exactement de quoi je veux parler. Un homme politique qui avait dirigé en octobre la campagne du candidat Ateki Carston du PAL a été interpellé pour usage de faux en écriture publique et authentique. S'il s'est évadé de prison, ce sont surtout les accusations lancées par lui contre vous qui nous intéressent ce midi. Il vous accuse d'avoir agi avec le pouvoir en place contre ses intérêts. Qu'est-ce que vous répondez, Maître Richard Tanfo? Je ne suis même pas amusé par si vous croyez ce qu'il dit, parce que l'avocat n'est pas là pour cacher les criminels. L'avocat est là pour défendre quelqu'un et que la justice lui soit rendue. Donc si peut-être je suis en train de vous défendre et vous pensez que moi je vais vous encourager peut-être à vous évader, je vous dis désolé, ce n'est pas ça le rôle de l'avocat. Donc déjà, c'est un client que je défendais même comme ça pro bono. Je suis avocat. Oui. Je suis avocat, je suis l'aîné de Tanfo. Oui. Il y a des questions qui relèvent du secret professionnel pour lesquelles il vaut mieux qu'il ne s'épanche pas. Oui, mais je n'ai rien dit. Je préfère déjà tirer la sonnette d'alarme pour qu'on soit sûr qu'on reste dans des sphères qui ne vous contraignent pas. Vous n'êtes pas censé dire que quelqu'un était pro bono. Ça, c'est votre affaire avec votre client. Non, mais ce n'est pas un secret là-bas. Ce n'est pas ça l'objet de ces poursuites. Je suis en train de dire ce qui doit être connu peut-être de tout le monde. Déjà, le fait qu'il s'est évadé, ce n'est pas moi qui... C'est pas moi qui ai facilité cela. Ce n'est pas caché. Ce sont des faits qui sont connus. Mais je dis, en tant qu'avocat, je ne peux pas cacher un criminel. J'ai l'obligation de lui défendre et c'est ce que j'ai assumé. Bon, maintenant, s'il avait une autre vision ou bien une autre posture qu'il a entamée, bon, et venir dire que j'ai dû peut-être eu des connivences avec le gouvernement ou bien avec qui c'est tout cela, je lui laisse cela. Mais moi, je sais que j'ai agi en toute responsabilité professionnelle et peut-être, je n'ai peut-être pas vu ce qu'il avait peut-être d'autres ambitions qui n'étaient pas à ma connaissance parce que on ne peut pas être dans un dossier où toi tu as un côté, tu sais que bon, il a affaire à des infractions qui sont purement pénales et qu'au jour au lendemain on transforme ça peut-être à des infractions politiques. C'est deux choses bien différentes. Donc moi dans ce dossier je ne pense pas que je l'ai trahi. Je ne pense pas que j'ai... Donc vous n'avez rien à vous reprocher? Pas du tout. Aussi bien l'avocat que l'homme? Pas du tout. Parce que j'ai prêté serment pour défendre la justice. Pas pour aider peut-être des bandits à partir. Non, c'est pas ça le rôle de l'avocat. Donc je suis resté professionnel dans ce dossier et si lui il avait d'autres chemins qu'il a choisis, c'est son choix, mais je suis resté professionnel. Non, en fait, la question que je pose, aussi bien l'avocat que l'homme, vous n'avez rien à vous reprocher? Oh, pas du tout. Très bien.
Le Premier ministre chef du gouvernement ordonne le maintien du contrat de SGS au port autonome de Douala-Bonabéry. Edmond Kouyaté, SGS, quand Etoudi et la primature s'opposent frontalement. Quelle est la lecture que vous faites des événements autour du contrôle du scanning qui se déroule actuellement au port autonome de Douala? La première lecture que je fais, c'est celle d'une cacophonie institutionnelle. Et cette cacophonie institutionnelle me met très mal à l'aise. Parce que il se dégage une impression de la primauté des intérêts personnels sur l'intérêt supérieur de la nation. Et ce n'est pas bon. Et je crois que ça alimente, n'est-ce pas, je vais dire, le débat selon lequel le Cameroun serait aujourd'hui pris en otage par des intérêts claniques. C'est ça le problème. Alors, mais je crois que ce problème pose, je vais dire que cette situation pose une problématique à deux dimensions. Il y a une dimension strictement économique et une dimension de droit, et que je vais laisser, dont je vais laisser la dissertation à mes deux invités, notamment Maître Ngwana et Maître Tamfou. Tamfou, oui. Oui. Sur le plan économique, je dirais tout simplement qu'il faudrait que nos hommes d'État, ceux qui dirigent notre pays, qu'ils soient assez conséquents et cohérents lorsqu'ils prennent des décisions qui pourraient avoir de l'impact très très négatif sur notre économie, parce que vous savez ce que représente le port aujourd'hui, au moins au Cameroun. Pour le peu que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est tout simplement de dire aux gens que, à ceux qui sont, n'est-ce pas, au centre de cette bataille, c'est de leur rappeler quand même que lorsqu'on regarde le budget d'un pays comme le Cameroun, il ne s'appuie que sur deux leviers principaux, la fiscalité et la douane. Et donc, si aujourd'hui on paralyse l'activité au niveau du port, si on ne peut plus sortir les conteneurs en temps réel, ça va avoir un double effet. D'abord, sur la douane, parce que là on ne pourra plus prélever normalement, et sur la fiscalité à l'intérieur, parce que les gens qui n'ont pas sorti leurs marchandises à temps ne peuvent pas vendre à temps et par conséquent ne peuvent pas payer, ne peuvent pas s'acquitter de leurs obligations fiscales. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Et donc, il faut être suffisamment cohérent lorsqu'on doit prendre des décisions et lorsqu'on doit se livrer à certaines batailles à fort impact économique comme celui-là. Et il faut également comprendre que nous mettons à mal, nous mettons en péril l'économie quand même de deux pays qui s'appuient sur notre port pour vivre, les pays de l'Interland, notamment Centrafrique et Tchad. Lorsque aujourd'hui, parce que nous sommes dans nos batailles de chiffonniers, les Tchadiens ne peuvent plus acheminer leurs conteneurs en temps réel, ça leur crée quand même beaucoup de problèmes. Je parle également des Centrafricains, ça leur crée beaucoup de problèmes. Au demeurant, la deuxième dimension, comme je le dis, j'ai dit tantôt que lorsque vous m'avez posé le problème avec la FECAFOOT, il y avait un parallèle à voir de ce côté. Il se trouve tout simplement que si vous lisez le contrat Maître Ngwana, et je crois qu'il va davantage vous édifier là-dessus. Oui. Le contrat lie la SGS, la Société Générale de Surveillance, au gouvernement du Cameroun. Ça veut dire que, selon le sacro-saint principe du droit, vous ne pouvez pas vous arroger plus de droits que vous en avez. Ça veut dire que celui qui a signé le contrat a mis tout simplement la SGS à la disposition du port. Et donc, si le port a un problème avec le fonctionnement, et ça peut arriver, la SGS peut être défaillante et présenter beaucoup de défaillances. Moi-même, je repose quand même beaucoup de choses à la SGS, notamment la mise à disposition tardive d'un ensemble de dispositifs de scanning. Ils devaient mettre, à date, ils devraient déjà avoir mis 6 appareils. Aujourd'hui, ils n'en ont mis que 4. Ça me pose problème, ça crée des surengorgements au niveau du port. Et donc, s'il y a des griefs, n'est-ce pas, à faire valoir, vous qui êtes utilisateur, parce que lorsque vous vous retrouvez dans un tel schéma, c'est-à-dire que le gouvernement je vais dire, contracté et entré en contrat avec quelqu'un et a mis à votre disposition, ça veut dire que vous êtes l'utilisateur. Et lorsque vous, utilisateur sur le terrain, vous constatez qu'il y a pas mal de défaillances de nature à nuire au bon fonctionnement de votre activité, vous saisissez qui de droit, n'est-ce pas, à l'effet de lui dire je ne suis plus très à l'aise, ou alors mon activité n'est plus, il n'y a plus de la fluidité dans mon opérationnel avec tel acteur. Donc il me semble qu'il serait urgent, impératif et vital, n'est-ce pas, de penser à le remplacer par un autre acteur. Si vous prenez sur vous, n'est-ce pas, je vais dire,
d'annuler un contrat que vous n'avez pas signé à la base. Ça crée un problème de parallélisme. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faut voir. Et se livrer à donner cette impression, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan externe, c'est pas bon. Je pense que nos hommes d'État, ceux qui dirigent, n'est-ce pas, notre pays, devraient davantage être cohérents dans un ensemble de décisions qui sont amenées. Alors, il y a quelques jours, justement, le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué à la primature une réunion d'urgence avec sensiblement toutes les parties impliquées dans ce dossier. Et à la fin de cette réunion, le ministre des Transports a tenu à expliquer à la presse pourquoi est-ce que le contrat avec la SGS reste d'actualité. Je propose qu'on prenne cet extrait et on reviendra avec Maître Moustapha Ngwana. Le problème naît d'un contrat qui a été signé en 2015 par le gouvernement de la République, représenté par le ministre des Finances, et la Société Générale de Surveillance. Cette convention a une durée de 10 ans, qui devait donc prendre effet et s'achever 10 ans après. Mais à l'intérieur de cette convention, il est prévu que la validité, la mise en exploitation effective, c'est à partir du moment où on a installé le 4e conteneur. Le 4e conteneur ayant été installé en 2022, c'est de là où naît la date à partir de laquelle on peut compter les 10 ans. Donc le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Entre-temps, son contrat a été annulé par le port autonome de Douala. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il était donc question que nous restituions les choses. Nous avons constaté, Premier ministre, que le contrat ayant été signé par le gouvernement, il ne revenait pas à un autre opérateur, en l'occurrence le port autonome de Douala, de l'annuler. L'autorité à même d'annuler ce contrat-là, c'est le gouvernement lui-même. Donc fort de cela, le contrat de SGS, le Premier ministre a décidé qu'en conformité avec la loi, contrat signé par le gouvernement, il doit être résilié par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032, il va se poursuivre. Maître Moustapha Ngwana, juridiquement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on soit sensiblement tous au même niveau d'information? Est-ce qu'il faut comprendre que le contrat a été signé en 2015, le ministre des Transports l'a dit, la SGS est au port autonome depuis 2015, mais elle travaillait sans contrat et donc elle n'avait pas de compte à rendre à l'État du Cameroun. Enfin, qu'est-ce qu'il faut comprendre juridiquement? Vous savez, moi j'ai écouté Edmond. Sur le plan de la cacophonie qui transpire de cette situation, je suis d'accord avec lui. Mais sur le plan juridique, je suis totalement en désaccord avec lui. Je m'explique. Le Cameroun, il y a actuellement au Cameroun une loi de 2017 qui organise les entreprises publiques. Et cette loi de 2017 prévoit qui est le représentant d'une entreprise publique. C'est le droit commercial. C'est le directeur général qui représente l'entreprise en question. On va dire qu'en 2015, la loi 2017 n'existait pas, mais avant, il y avait une loi 99/016 du 22 décembre 1999 qui organise l'entreprise publique, qui prévoyait déjà que la personne qui représente l'entreprise publique, c'est le directeur général. Avant cette loi-là, il y avait une autre de 95, je crois que c'est une ordonnance, qui prévoyait le même dispositif légal. Alors, est-ce que le ministre des Finances a qualité pour signer un contrat concernant le port de Douala? C'est d'abord la première question qu'il faut se poser. Les textes de loi ne sont pas à but cosmétique. Parce que c'est ça le problème que nous avons au Cameroun. On prend des textes de loi, on se dit que comme on a le pouvoir, comme on est actionnaire unique, on peut agir en lieu et place de l'entité qui a le pouvoir. Je vais faire une digression pour vous dire que dans ce pays, il y a une entreprise qu'on appelle Beneficial Life. Des avocats camerounais et des avocats de renom avaient conclu un contrat avec le président du conseil d'administration. Ils ont représenté et au moment de se faire payer, l'entreprise a refusé de payer. Ils sont allés jusqu'à la CCJA. La CCJA a dit que le président du conseil d'administration ne représente pas l'entreprise. C'est le directeur général. Nous avons une loi de 98. Nous avons une loi de 98, base 021, qui porte organisation du secteur portuaire. On vous dit qu'on doit créer des ports autonomes. C'est-à-dire que c'est des entités autonomes qui peuvent... C'est des entités autonomes qui sont distinctes de l'État. L'actionnaire d'une entreprise ne peut pas signer en lieu et place de l'entreprise en question. Dès le départ, le contrat que signe l'État avec est un contrat qui est nul. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes actionnaire d'une entreprise, vous substituer à l'entreprise en question. Le patron de STV
s'il n'en est pas le directeur général, ne peut pas venir représenter STV dans le cas de la signature d'un contrat. Il peut donner des instructions pour ce faire. Et le directeur général sera tenu d'exécuter les instructions en question, mais il ne peut pas se substituer au directeur général pour signer. C'est d'abord ça le premier problème. Donc au moment où M. Alamine Ousmane signe le contrat, il n'a pas qualité pour signer ce contrat. Il ne peut pas agir à lui et place du port autonome de Douala. Il y a des activités au port autonome de Douala, et c'est la loi qui le dit, qui se relève du régime de l'autorisation. Et le scanning en fait partie. Qui a donné à SGS l'autorisation de pouvoir exercer sur la place portuaire? Le ministre des Finances, même si c'est la tutelle financière, n'a pas le pouvoir de venir donner une autorisation sur la place portuaire. Le seul qui a le pouvoir de le faire, je ne suis pas du RDPC, c'est encore le directeur général du port autonome. Il faut qu'on arrête avec la cacophonie, qu'on arrête avec cette histoire où la loi nous sert de marchepied. Si on n'est pas d'accord avec les textes que nous avons, changez les textes en question et agissez comme bon vous semble. Mais faites-le dans l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Il y a une loi, il y a un décret de 2019-034 du 24 janvier 2019. Ce décret a été pris par le président de la République. Il précise, le port autonome de Douala, à l'article 2, est une société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Ayant l'État comme unique actionnaire, ce n'est pas l'État qui va venir agir en lieu et place du port autonome. Je poursuis. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Quand vous avez la personnalité juridique, ça veut dire que vous êtes apte à agir par vous-même. Ça veut dire que ce n'est pas votre actionnaire. Et c'est des subtilités élémentaires, même j'ai envie de dire. Lorsque vous créez une personne morale, elle est distincte de vous qui l'avez créée. Elle a son propre siège social, son propre domicile qui est son siège social. Elle a sa propre dénomination qui est le nom que vous lui avez donné, port autonome de Douala. Elle a ses propres pouvoirs. Vous ne pouvez pas venir agir en ses lieux et places. C'est le droit. Je lis l'article 5. Le port autonome doit être placé sous la tutelle technique du ministère en charge des affaires portuaires. Le ministre des Finances, c'est la tutelle financière. Si par les Saoudiens, même on voudrait, dans cette espèce d'imbroglio à la camerounaise, dire qu'il y a quelqu'un qui aurait pu venir signer ce contrat même encore, même comme ce serait illégal, j'aurais compris que ce soit le ministre des Affaires portuaires que le ministre des Transports. Ça n'a pas été le cas. Technique. La tutelle technique. Mais toutes ces autorités, pour des intérêts que je suis convaincu que ce ne sont pas les intérêts de la République. Aujourd'hui, on est en train d'assister à la bataille qu'on assiste. Ce n'est pas le Cameroun. L'enjeu, ce n'est pas le Cameroun. L'enjeu, c'est les intérêts. Ce sont les intérêts particuliers. Et après, une incongruité à nul autre pareil. On vous dit qu'on a signé un contrat en 2015 et que c'est en 2022 qu'on est venu installer le 4e scanner. Mais l'annexe 3 du contrat vous dit qu'on devait installer le dernier scanner au plus tard, le 31 décembre. Non, le 31 décembre de l'année 2015, on devait installer le 31 décembre au plus tard. Alors, pourquoi, si le contrat prévoit la possibilité pour SGS, par exemple, s'il y a des clauses qui n'ont pas été respectées, de notifier le non-respect de ces clauses-là à l'autre partie. En fait, ce qu'il faut comprendre, je repose la question, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 2015 et 2022, SGS officiait au Cameroun sans contrat. On ne peut pas dire que SGS officiait sans contrat. Aucune obligation. Non, SGS avait bel et bien un contrat. C'est le contrat qu'il a signé en 2015. Mais le problème qui se passe, c'est que les gens se sont aménagés une pirouette, une parade d'extension pour étendre de manière indéfinie le contrat au profit de SGS, ce qui est illégal. Dites-vous bien. Vous louez votre maison, parce que je vais prendre une métaphore. Vous louez votre maison à un locataire, vous lui dites que le contrat va commencer à courir, à compter du jour où vous allez mettre la porte de la 3e chambre. Il reste, vous essayez qu'on a pour 10 ans. Il reste à la 9e année, 300e jour, il vient installer la 3e porte. À ce moment-là, qu'on prétend que le contrat serait en train de courir. Il ne faut pas que ceux qui nous gouvernent se moquent de nous. Il y a quand même des juristes au Cameroun. C'est pas nous, ça dit qu'il y a quand même des juristes au Cameroun qui ont quand même fait le droit des obligations. C'est le B à bas. Le droit des obligations, c'est le B à bas. Je dis que c'est une forfaiture. C'est une forfaiture. Ça dit que c'est une forfaiture. Et je vois la morgue avec laquelle les gens s'expriment sur la question. Donner des leçons, comme donner des leçons. C'est impossible. Si il y a une clause contractuelle qui n'a pas été respectée, il appartenait à SGS
de poser les actes pour que l'État du Cameroun mette à disposition l'espace où il devait installer le quatrième scanner. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en droit des obligations, vous qui êtes la victime, vous avez l'obligation de limiter les risques. C'est-à-dire que de réduire la dégradation de la situation. C'est un peu comme si vous habitez dans un immeuble, il commence à avoir le feu qui prend, vous avez un extincteur, vous refusez de l'utiliser parce que vous dites que non, c'est parce que c'est une obligation qui relèverait de la compétence d'un autre. Non, vous avez l'obligation de limiter les risques, même pour vous. Il appartenait donc à SGS, en tant qu'entreprise sérieuse, citoyenne, de poser les actes pour empêcher qu'on se retrouve dans cette situation, des situations désastreuses où ils veulent avoir un contrat de 17 ans, alors que le contrat qu'ils ont conclu prévoit un délai de 10 ans. Très bien. Et je le dis, c'est une activité autorisée. Et pour qu'il y ait autorisation, celui qui peut autoriser, c'est le port autonome de Douala. Ce n'est ni le ministre des Transports, ce n'est ni le ministre des Finances. Parce que c'est ça la loi, c'est ça la beauté de la loi. Il faut connaître les textes pour pouvoir les appliquer. Donc les gens ne peuvent pas se lever un matin et dire que non, que c'est le ministre qui a signé, que parce que le ministre a signé, le ministre n'a même pas le pouvoir de signer. Et qui n'est pas pouvoir de signer. En plus, le Cameroun, qui a quand même des conventions internationales qui régissent l'activité portuaire. Le Cameroun n'a pas commencé à créer les ports autonomes. Avant, il y avait une office de port. Pourquoi est-ce qu'on a modifié? C'est parce que sur le plan international, nous avons des obligations qui nous ont imposé de créer des ports autonomes. Et il y a un port autonome à Kribi, il y a un port autonome à Limbe, il y a un port autonome à Douala. Et chacune de ces entités a sa personnalité juridique. Le ministre ne peut pas se substituer au directeur général du port de Limbe, par exemple. C'est une impossibilité. Et il faudrait qu'on puisse comprendre ces éléments principiels pour pouvoir avancer. Maître Tanfo, avec vous, j'interroge, je reste sur l'aspect juridique, j'interroge la légitimité de cette extension finalement du contrat de SGS aujourd'hui. Moi, je pense que s'il faut aborder ce sujet, il ne faut pas le prendre avec beaucoup d'émotion. Déjà, ce qu'on doit noter, c'est qu'il y a un contrat qui est signé en 2015 entre la SGS et l'État du Cameroun, représenté par le ministère des Finances. Ça, c'était en 2015. Maintenant, dans ce contrat, peut-être il y a eu des dispositions de son entrée en vigueur, peut-être il y a eu des avenants sur ce contrat, peut-être il y avait des choses à faire avant que ce contrat n'entre effectivement en action. Maintenant, en 2019, on a un décret qui crée le port autonome de Douala. Est-ce que ce décret dit que tout ce qui a été fait avant sa création doivent être annulés ou doivent continuer? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas 2019 qu'on crée le port. On réorganise. On réorganise. C'est pas le crêpe en 2019. Disons la réorganisation. Voilà. Qu'est-ce qui a été dit dans ce décret qui réorganisait? Est-ce que tous les contrats qui avaient été signés avant sont annulés ou bien continuent? Maintenant, ce que moi je veux regarder, et que c'est avec l'œil peut-être du juriste, c'est que pour un contrat qui a été signé entre deux parties, est-ce que sont ces parties-là qui ont des obligations dans ce contrat ou bien ce sont des tierces personnes? Et en ce que moi je sais, c'est que lorsque vous signez un contrat avec quelqu'un, c'est vous qui avez la responsabilité d'engager soit de résilier ce contrat ou de faire ce que vous avez signé soit exécuté. Maintenant, s'il y avait des obligations que la SGS devait faire, qu'elle n'a pas fait, dans ce contrat, je pense qu'il y avait des prévisions qui peut-être accompagnaient cela. Si c'était l'État peut-être qui violait certaines de ces obligations, je pense que la SGS également a des mécanismes pour pouvoir amener l'État à respecter cela. Mais qu'on reste et qu'on vous dise qu'un contrat que j'ai signé peut-être avec M. Kouaté et que c'est M. Moustapha qui vient l'annuler, c'est ça qui pose problème. Et moi je pense que si on était dans un pays sérieux et qu'on respectait peut-être ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, ce contrat est signé entre la SGS, qui est une société, avec l'État du Cameroun, qui représente l'État du Cameroun. Est-ce qu'on s'est rapproché vers eux pour dire, bon, voici le contrat, ou bien ce contrat ne nous arrange plus? Peut-être le port autonome pouvait dire, ok,
ce contrat ne m'arrange plus, ou bien ce contrat, voici des défaillances, ou bien dans ce contrat, voici ce que la SGS ne fait pas. Toi, en tant que représentant du gouvernement, je pense que peut-être puisque je n'ai pas une copie de ce contrat, peut-être dans ce contrat, voici ce qu'il y avait lieu de faire. Mais lorsque tu te lèves et tu prends sur toi de dire, tu agis comme ça, je pense que voilà où il y a problème. Et c'est la raison pourquoi vous avez vu peut-être l'intervention du Premier ministre. Le Premier ministre qui doit venir pour dire non. L'État, le gouvernement est représenté par le Premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement. Maintenant, si le port autonome a des autorités sur tutelle, qui soit le ministère chargé des portières, donc ça veut dire le ministère des Transports, et peut-être le ministère des Finances, on devait tout regarder cela pour qu'aujourd'hui on ne soit pas pris en spectacle. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un spectacle où 2 personnes sont entrées en contrat, mais on vous dit que c'est une 3e personne qui vient rompre le contrat. Pour moi, je pense qu'il y a un problème. Donc, regardons la chose froidement, et s'il faut encore davantage creuser, si les documents sont mis à ma disposition, je pourrais donner maintenant, dans ce point, un avis vraiment juridique pour dire, ok, voici ce qu'il y a lieu de faire. Très bien. Martial Bissok, on est donc finalement face à un conflit de légitimité. On a d'un côté la présidence de la République, notamment le SGPR, qui agit au nom du président, et de l'autre côté le gouvernement de la République du Cameroun qui revendique la légitimité constitutionnelle de l'action publique. Comment trancher? C'est une très bonne question, mais avant de répondre, donnez-moi 10 secondes pour remettre un peu l'église au centre du village. M. Mbouana m'a vertement tensé tout à l'heure sur le parcours politique. J'aimerais lui rappeler que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est ma dignité. Donc je n'aimerais pas que quelqu'un la salisse. Vous avez soutenu Kamto Maurice. Moi, j'ai connu Kamto Maurice. Vous étiez peut-être étudiant à l'époque, mais moi, j'étais dans l'arène avec eux. Il était porte-parole de l'opposition. Après, par miroitage du beefsteak, il s'est retrouvé dans la mangeoire. Et quand nous luttions pour que les jeunes ne meurent plus de faim dans ce pays, c'est les Maurice Kamto qui s'opposaient vertement à nous et dans cette République. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit sur l'engagement politique. Maintenant, sur le débat concernant... C'est bien qu'on ne s'attarde pas sur ce sujet parce que je n'ai pas de représentant du MRC sur le plateau. C'est très important. Oui, c'est très important de ne plus jamais se laisser salir. Je pourrais dire davantage parce que je connais ce qui s'est passé dans ce parti comme dérive, mais ça ne m'intéresse pas. Surtout que nous n'avons pas de représentant. C'est eux les donneurs de leçons, mais c'est eux qui amènent l'animosité dans le champ politique plus que tout le monde ici dans ce pays. Maintenant, pour revenir à la situation quasi dramatique du port, moi, je suis un peu embêté parce que vous avez écouté les 2 éminents juristes. Oui. Chacun prône pour une chapelle. Et ce n'est pas un débat purement juridique. Il y a un débat politique là-dessus. Vous ajoutez à ça un débat sécuritaire. C'est pour ça que vous avez vu à un moment qu'il y avait le général Amougou qui s'est permis d'entrer en scène. Mais il faut que les Camerounais comprennent bien. Moi, quand il y a un débat de fond comme cela, sans être un expert international en matière, demandez-vous toujours pour qui luttent les gens et pourquoi. À qui appartient la SGS, à qui appartient Transatlantique. Et deuxième chose, c'est quand même gênant que le chef de l'État ait donné une signature. Enfin, je pense que Ngongo, le SGPR, parle au nom du président Biya. Et s'il instruit quelque chose, ça veut dire que c'est Paul Biya qui a parlé. Et si on arrive à contester ou à condamner cela, ça veut dire qu'il y a déjà une sorte de bicéphalisme au sommet de l'État. Et après, maintenant, moi je suis républicain, je le dirai toujours. Si le SGPR parle au nom du président de la République, confère la délégation de signature, au nom de qui le Premier ministre parle? Mais c'est ça la question que vous, les éminents journalistes, vous devez vous poser. C'est pas nous. Nous, on regarde la situation. Et moi, c'est vrai quand même que Paul Biya est dans l'orthodoxie administrative gouvernementale. Je ne vois pas le président demain venir contredire son Premier ministre. Et d'où vient donc la force du Premier ministre? C'est-à-dire, c'est lui le chef de gouvernement, mais est-ce qu'il était obligé? Je ne comprends pas très bien. J'aimerais bien pousser davantage. Mais moi aussi, on m'appelle Tatsinkou maintenant, donc je tâte un peu le terrain au Cameroun quand j'avance. Mais je vois quand même qu'il faut suivre peut-être la République à la fin pour sortir de ce capharnaüm. Il faut peut-être écouter la voix du Premier ministre. On a écouté l'excellent ministre des Transports tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est peut-être... Il faut quand même qu'on trouve une solution. C'est invivable.
On ne peut pas imaginer le Cameroun. Le Cameroun n'a pas deux portes, n'a pas deux ressources, n'a pas deux assiettes. Il n'y a que le port qui est la plus grande rentrée. C'est la vitrine du Cameroun, surtout le port de Douala. Et ça me gênerait beaucoup que le port soit mis à mal pour fragiliser encore notre économie qui n'est pas déjà très vertueuse et très flamboyante en ce moment. Donc, moi, j'amène vite, j'implore, je demande, je ne vais pas dire j'ordonne, je n'ai pas ce pouvoir, mais je souhaiterais que le président Biya s'exprime rapidement sur cette question. Parce que s'il n'y a pas le port, il n'y a pas le Cameroun. Et ça m'embête aussi parce que je vois tout l'effort que le manager Cyrus Ngor, tout le monde lui donne des bons points de management. Absolument. Et c'est embêtant. C'est l'un des seuls pôles au Cameroun où on est fier. Sans tripatouillage ou ego-tripping. Quand vous arrivez au port, vous sentez qu'il y a une ossature administrative, que les choses bougent. Alors, s'il constate que la SGS n'est pas performante, est-ce qu'il n'a pas le droit? Enfin, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il va laisser sa maison s'écrouler? Parce que si le port échoue, par exemple, c'est Cyrus Ngor qui paye en premier. Un ministre ne va pas en prison parce que le DG a raté sa mission. D'ailleurs, en 1994, Tchouta Moussa était directeur du port. Ça, c'est un article que j'ai pris chez Diabaté, mon ami. Et Tchouta Moussa, le port allait très mal parce qu'on payait en devise, non, en centimes, en CFA. Les frais de transbordement ou de tout se passait en CFA. Et le ministre, à l'époque, c'était Achidi Achou, qui était Premier ministre. Et Tchouta Moussa a pris le courage d'aller faire un siège à la primature pendant une semaine pour dire à Achidi Achou, si vous laissez le port, parce que tout ce qui doit entrer au port en matière de scanning, de tout ça, c'est en devise. Et si on n'avait pas fait cette régulation, c'est que le port a disparu aujourd'hui. Et c'est Achidi Achou, mais grâce à la pression du directeur général Tchouta Moussa de l'époque, qu'on a régulé cette situation. Donc je veux dire qu'à un moment, le directeur général peut porter des responsabilités parce que c'est lui et son équipe qui assument. Voilà, vous voyez un peu. Et c'est ça qui est un peu embêtant dans cette histoire. Donc moi, je souhaiterais donc, que le chef de l'État s'exprima directement. Et là, ça va mettre à mal les hautes instructions. Parce que si le SGPR a parlé, ça veut dire que Paul Biya a parlé. On ne devrait pas revenir là-dessus. Donc ça nous laisse un peu dubitatif, mais il faudrait vivement... Est-ce qu'il s'agit toujours de Paul Biya lorsqu'on parle des hautes instructions de la présidence de la République? C'est à vous que je poserai la question. Moi, quand je vais au palais, c'est pour autre chose. Je ne sais pas, je pense que... C'est vous qui êtes militant. Oui, mais c'est le président qui dit, c'est lui qui fait une délégation permanente de signature. Oui, c'est un jeu un peu très technique, en même temps très subtil, mais je ne sais pas, en même temps... En tout cas, Charles Lisan, un de vos camarades, a dit une fois sur ce plateau qu'à la présidence de la République, on retrouve tout le monde. On a des cuisiniers, on a des jardiniers, on a tout le monde à la présidence de la République. C'est pas le propos. J'étais en train de dire que partout dans le monde, dans chaque pays où on se respecte, c'est la douane qui fait aussi le scanning. Hein. Je pense qu'il faudrait voir ce côté-là. C'est la douane qui gère le scanning de A à Z. Très bien. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut former les agents de douane, s'ils sont exclus, et si... parce que M. Ngwana parlait tout à l'heure du ministre des Finances. Attends, c'est lui le patron de la douane, je pense. Si c'est la douane qui doit scanner, c'est très compliqué, hein, ces choses-là. C'est bien de parler du droit des organisations, mais il y a aussi une loi administrative qui voudrait que c'est le ministre des Finances qui soit le patron tutélaire de la douane. Et c'est la douane dans tous les pays du monde sérieux, c'est la douane qui scanne, qui gère la régulation du flux. Parce que là, justement, il y a les entrées d'armes, il y a les entrées de tout ce que vous voulez comme illicite, de tout ce qui entre au Cameroun entre par le port, en grande partie. Alors, l'État ne peut pas... on peut laisser... En fait, c'est généralement une administration binaire. C'est-à-dire, le port, avec le directeur, ils font une administration technico-managériale, parce qu'ils en ont les compétences. Et puis, il y a l'État derrière qui fait une supervision ultra politico-sécuritaire. Parce que par le port, on détruit un pays. Très bien. Alors pour ce deuxième tour de table, on va repartir avec les juristes. On va commencer avec les juristes avant de revenir à vous. Edmond Kuaté, j'aimerais donc... c'est pas un débat de juristes. J'aimerais donc bien entendu, c'est pour ça qu'il y a des hommes politiques, il y a un économiste, il y a des juristes. J'aimerais qu'on reparle de cet arbitrage présidentiel. Je ne veux pas dire comme Jeune Afrique au contour flou, mais je vais dire qu'il laisse quand même songeur.
Il y a, selon Jeune Afrique, justement, un courrier signé le 26 janvier par le chef d'état-major particulier de Paul Biya, courrier dans lequel il est écrit que le président de la République approuve le départ de SGS, a dit oui. A donné son oui. a donné son oui. Je rigole un peu parce qu'un autre aîné de la profession a rigolé sur la question sur ses réseaux sociaux en disant le oui du président de la République, il était comment? C'est un oui sec ou c'est un oui mou? Bref, redevenons sérieux. Donc, 3 jours plus tard, le Premier ministre dit non. SGS reste, Paul Biya dit oui, John Gouté dit non. Qui décide réellement sur ce dossier qui vaut des milliards de francs CFA? Et le chef d'état-major particulier de Paul Biya, est-ce qu'il était dans son rôle? Vraiment, tout à l'heure, j'ai parlé des incongruités. Il y a le décret de 2011 qui organise la présidence de la République. Il y a l'article 51 de ce décret-là qui lui donne des fonctions purement militaires et protocolaires. Qui limite ses pouvoirs. Donc, je ne sais pas par quelle alchimie juridique le chef d'état-major particulier, c'est ce que moi je peux reprocher à ceux qui soutiennent le directeur général du port. D'où vient-il que ce soit le chef d'état-major particulier du chef de l'État qui se retrouve en train de... Il n'y a aucune disposition qui lui confère une compétence en matière de absolument rien. Donc pour moi, c'est un document à ignorer. Et si on dit que c'est un document à ignorer, il faut également qu'on reste sérieux quand on parle de la loi. Vous savez, tant fois parlé tout à l'heure d'émotion, je pense qu'il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai parlé en visant les dispositions légales, en visant les textes de loi qui organisent cette affaire. Mais il faut savoir une chose, il y a une loi de 83/07 du 21 juillet 83 qui réglemente la police à l'intérieur des domaines portuaires. Alors, ce pouvoir-là est reconnu au directeur général, c'est le directeur général du port qui dirige la place portuaire. C'est lui qui dirige la place portuaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pour le moment, c'est le texte que le Cameroun, c'est le texte dont notre pays s'est doté. Notre pays s'est doté de ces textes-là. S'ils sont mauvais, qu'on change les textes et on les adapte aux données qui sont voulues, que ce soit la douane qui fasse X ou qui fasse Y chose. Pour le moment, la personne qui est habilitée à pouvoir agir sur la place portière, c'est le directeur général du port autonome de Douala. Lorsqu'on voit l'architecture juridique du Cameroun, le ministre des Finances, je l'ai dit dès le départ, n'avait même pas à signer ce contrat. Il n'avait pas le pouvoir de signer ce contrat. Et je vous ai pris un exemple. Et des exemples qui sont appuyés sur la réalité juridique nationale. Je vous ai pris le cas du bénéficiaire où le président du conseil d'administration est allé convenir avec des avocats. Et pas des moindres, des avocats très connus. La CCJA, c'est la Cour commune de justice et l'arbitrage qui a dit que non, que vous, PCA, vous n'avez pas le pouvoir d'engager l'entreprise. Un actionnaire ne peut pas agir parce que je vous ai dit le texte de la loi qui dit que l'actionnaire unique, c'est l'État. L'actionnaire unique de l'État, c'est-à-dire que l'État a des leviers par lesquels il peut dire au directeur général, je vous donne telle instruction, le conseil d'administration vous dit, allez dans tel sens, parce que c'est une décision stratégique que nous voulons prendre, allez dans tel sens, vous allez dans ce sens-là. Mais on ne peut pas au moment de la signature substituer le directeur général par le ministre des Finances ou bien le ministre des Transports. Ce n'est pas possible. Donc sur le plan légal, il y a des choses qui sont incongrues, aussi bien d'un côté que de l'autre. Parce que comme je l'ai révélé tout à l'heure, je me disais tout à l'heure, comment est-ce que le chef d'état-major particulier, d'où tient-il le pouvoir d'agir? Ce qui nous amène à comprendre que notre pays est complètement à la rue. Le président de la République laisse faire. Et je vais entendre les gens tout à l'heure, je vais entendre les gens du LFS me dire que c'est le temps du président. Et le temps du président, le pourrissement, il y a un moment où il faut pouvoir donner le là. Il faut même pouvoir dire stop. Et quel est ce pays où on a l'impression que le navire va à volo et que personne ne décide, personne ne peut remettre l'église au centre du village, pour emprunter l'expression de l'autre tout à l'heure. Pour remettre l'église au centre du village, c'est d'abord la loi qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, malheureusement, la loi n'est pas respectée. Je dis bien, il y a une loi 83/07 du 21 juillet 1983. Il y a la loi qui organise l'activité portuaire. Et il y a la loi de 2017 qui organise les entreprises publiques. Et avant, il y avait la loi 99/016 qui le faisait. Avant, il y avait l'ordonnance de 95 qui le faisait également. La zone portuaire, c'est le territoire du directeur général du port autonome. S'il faut y mettre une clôture, c'est lui. S'il faut assurer la sécurité, c'est d'abord lui. Même s'il a un commandant du port, comme on appelle, qui intervient, mais c'est lui qui est le big boss. Et il faudrait donc, sur le plan légal, que les choses soient faites de manière convenable. Si vous estimez que les textes qui sont là ne conviennent pas, vous changez, vous dites que désormais,
ce sera le ministre des Finances ou le ministre des Transports qui signera. Alors maintenant, on modifie dans tout ce texte, on revoit toute notre architecture juridique. Sinon, ça veut dire que le propriétaire de celui qui a STV est couché chez lui, le directeur général prend une décision, il dit que non, ce n'est pas lui qui aurait dû prendre, il vient signer à sa place, ce n'est pas possible. Le contrat en question n'aura aucune valeur. Donc en réalité, si on veut être puriste, dès le départ, le contrat qui est signé avec le ministre des Finances, c'est un contrat qui est nul. Parce que votre enfant ou bien votre père ne peut pas venir décider à votre place. Uniquement parce que c'est votre père. C'est impossible. C'est la loi qui le dit. Maître Tanfou, la présidence du conseil d'administration de la SGS est assurée par René Emmanuel Sadi, le ministre camerounais de la communication. Bon, c'est également que la tutelle financière est assurée par le MINFI et la tutelle technique par le ministère des Transports, ce qui est normal. Par contre, je m'arrête sur la présence du MINCOM, agissant ici comme PCA. Est-ce anodin ou alors qu'est-ce que ça traduit cette présence institutionnelle? Bon, vous savez que quand le port, je peux dire que c'est un élément de souveraineté du Cameroun, parce que donner peut-être une porte d'entrée et de sortie de son territoire à peut-être une société étrangère, parce que la SGS, ce n'est pas une société camerounaise, c'est une société suisse, quoi. Suisse, je pense. Suisse. Peut-être en nommant le ministre de la Communication comme PCA, c'était peut-être un moyen de contrôle. Donc je n'ai pas très bien les statuts de la SGS, ce qui est dit là. Mais si c'est que les textes prévoient que le PCA soit le ministre de la Communication, pour moi je ne trouve pas de problème. Très bien. Ça n'enlève en rien le fait que, vu que c'est l'État qui a signé un contrat avec la SGS, est-ce que l'État peut agir dans le cadre de ce contrat? Moi je dis oui. L'État est ici représenté par le ministère des Finances. C'est lui qui a signé le contrat avec la SGS. Sans te couper, Richard, le fondement légal qui fait que l'État se substitue au directeur général du port qui est habilité par la loi. Moi, je mets le fondement légal parce que c'est bien de faire des déclamations, mais je veux dire que je veux savoir le fondement légal. Quel est le texte de loi qui habilite le ministre des Finances à agir en lieu et place du ministre du directeur général? Est-ce que l'actionnaire, je poursuis, est-ce que l'actionnaire d'une entreprise peut venir signer un contrat en lieu et place du directeur général de l'entreprise au prétexte qu'il serait l'actionnaire majoritaire ou bien l'unique actionnaire? C'est une question de droit qu'on doit se poser pour pouvoir avancer. Parce que sinon, on va se retrouver à faire des conjectures et on va se perdre. Si tu réponds à ces questions-là comme un juriste, alors maintenant on peut avancer. Non, moi je n'ai pas le texte qui est le port. Non, je parle pas le principe. C'est le principe. Non, c'est le principe. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que le port est donc autonome? Ça n'a rien à voir. Seul, sans la compte ou bien sans la surveillance de l'État. C'est ce qu'il faut se poser. Moi je n'ai pas tout ça, je n'ai pas tous ces documents à ma disposition. Ce que je sais, c'est que le port est une porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Et je ne pense pas que l'État peut remettre cela. Le texte, Richard. Que l'État peut remettre cela à une tierce personne sans en avoir le contrôle. Je pense que la question que pose Maître Moustapha Ngouanda ne se limite pas seulement au port autonome de Douala. Je pense que c'est des principes. Ce sont des questions de souveraineté. Pour moi, je parle dans le sens que je ne vois pas, je ne vois pas l'État donner tous ses pouvoirs au port autonome. Je ne vois pas l'État, si aujourd'hui l'État est en train, parce que l'État, quand il dit l'État, je parle du gouvernement, parce que c'est le pouvoir exécutif qui est géré par le président de la République et le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui représente le gouvernement. Si le gouvernement a pris les devants, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense que l'État est dans son rôle. Léla, pour aider à la compréhension du débat, ce que vous devez savoir, c'est que le port, c'est une entreprise sui generis. C'est une entreprise particulière. Comme il dit, non, je suis d'accord, c'est une entreprise particulière. C'est une entreprise sui generis. Propre en son genre, c'est une entreprise particulière. Elle est même dotée des pouvoirs exorbitants de droit commun. C'est une entreprise privée, mais qui a des prérogatives de puissance publique. Non. Monsieur Tanfou Richard, vraiment. C'est une société publique. Non, monsieur Tanfou Richard, je vous en prie. Vraiment, okay. Ne revenons pas sur les fondamentaux. Le port autonome est une entreprise qui est régie par le droit OHADA. C'est le droit commercial, mais maintenant avec des particularités, Les statuts du port autonome de Douala, elles sont rédigées en fonction de l'acte uniforme de l'OHADA. C'est une entreprise, on les appelle entreprise publique, mais elle a une personnalité morale de droit privé. Franchement, ne revenons pas sur les fondamentaux. C'est pourquoi je dis que si on ne parle pas de là, on ne comprend pas là où on va. Il y a les catégories, société d'économie mixte, société à capital public. Ce n'est pas parce que la capital public elle devient une entreprise publique. C'est une personne morale de droit privé.
mais qui a investi des pouvoirs exorbitants de droit commun. Parce qu'il y a une loi qui l'a habilité. C'est pas comme la SRC. C'est des entreprises qui sont de droit privé, mais qui sont investies des prérogatives exorbitantes de droit commun. Et il faut pouvoir connaître ça pour qu'on puisse avancer dans le débat. Je ne suis pas de fabrication que je fais. Edmond Kuaté, j'interroge avec vous, loin du juridisme, avec vous les véritables enjeux de ce conflit, au moment où certains estiment justement que contrôler le scanning au Cameroun, c'est contrôler une partie du robinet financier de notre État. Justement, Leila, ce qu'il faut comprendre, c'est que le port, l'activité qui se mène au port dégage quand même plusieurs dimensions, au nombre desquelles une dimension sécuritaire. Et c'est à ce moment, et je crois que c'est là où il faut regarder beaucoup de choses, la dimension sécuritaire. En tant que port d'entrée, et vous avez très bien compris que l'axe majeur du débat ici, c'est l'activité de scanning, c'est-à-dire la personne qui détermine qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. C'est pas seulement le scanning, c'est pas seulement dans les opérations d'importation, c'est également dans les opérations d'exportation. Et donc, le fait de déterminer qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort, ça a une dimension sécuritaire. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas laisser certaines choses entrer qui soient de nature à mettre en péril la sécurité du Cameroun, notamment des armes et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, à ce niveau-là, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas laisser sortir des choses qui pourraient être profitables pour notre économie? Tout à l'heure, on va parler de l'or. Écoutez, je vais vous dire que vous avez vu les Chinois nous narguer à 12 000 km, à 18 000 km d'ici, avec des sacs de nos pièces de monnaie, où ils ont complètement mis en péril la microéconomie de notre pays, où les pièces de monnaie devenaient très rares et où on ne retrouvait plus l'activité microéconomique, n'arrivait plus à tourner parce que vous donnez 1000 francs, on ne peut pas vous rembourser 200, alors que les Chinois ont fait passer par ce port-là des sacs de 100 francs, des pièces de monnaie en tout cas. Exactement. Et donc, c'est à ce niveau qu'on questionne donc l'efficience, n'est-ce pas, de l'acteur. Et on peut, au même titre, je crois que vous allez mettre le sujet en débat tout à l'heure par rapport à notre or. Ça passe par où? Ça ne passe pas certainement par les aéroports. C'est certainement enfoui dans un... Toujours par les aéroports. Pas toujours par les aéroports, parce qu'il y a une infime quantité qui peut passer par les aéroports. Mais lorsqu'on commence déjà à parler de tonnage, il faut comprendre que c'est certainement enfoui, n'est-ce pas, c'est confondu dans d'autres marchandises, enfoui dans d'autres marchandises, dans d'autres biens d'exportation, et puis ça sort, alors que justement l'activité de scanning est à l'effet de déterminer, même si une aiguille doit sortir. C'est ça l'opération de scanning. Et donc, à un moment, je vais dire que la question sécuritaire, qui est une question d'ordre de souveraineté totale, pourrait venir remettre en cause un ensemble d'arguments pertinents et objectifs développés par Maître Ngouana, et qui relèvent, n'est-ce pas, totalement, je vais dire, du juridisme. Alors, à partir de ce moment, on pourrait se demander, est-ce que le ministre des Finances était pertinent, n'est-ce pas, à pouvoir signer, si vous me permettez, est-ce que le ministre des Finances était pertinent? On peut questionner cela, parce que lorsqu'on parle des questions de souveraineté, il ne vous a pas échappé, maître, que le même port, on a vu que certains marchés dits spéciaux à réaliser au sein du port étaient signés depuis la présidence. Donc, il faut savoir, et ça c'est organisé par des textes. Il y a un marché qui régit, il y a des textes qui régissent, n'est-ce pas, les marchés spéciaux. Et justement, certains marchés à réaliser au sein du port étaient signés depuis la présidence de la République sans que cela ne fâchât, n'est-ce pas, le directeur des ports. Je veux dire que compte tenu de la complexité de l'activité portuaire, qui à la fois combine, n'est-ce pas, une dimension sécuritaire, dimension économique, dimension politique et tout ce que cela peut comporter, il faut savoir qu'on peut ne pas être stricto sensu attaché au sens rigoureux, n'est-ce pas, de la loi. Et donc, il peut y avoir des légères extrapolations. Edmond, on doit toujours être attaché à la rigueur de la loi. Parce que sinon, c'est la chienlit qui s'installe. Je suis d'accord. Il faut qu'on s'installe. Si on estime que la loi n'est pas écrite dans le sens qui sauvegarde les intérêts de la République, la loi est modifiée.
C'est comme ça que fonctionne dans tous les pays. Les pays où aujourd'hui nos enfants vont tous, qui trouvent comme étant des Eldorado, c'est des pays où on respecte la lettre de la loi. Et c'est ça que nous avons compromis au Cameroun. La loi doit être, chaque fois qu'on agit, on doit se rassurer que notre action est guidée par la loi. Ce n'est pas parce qu'il y a une action, vous posez des actes qui sont illégaux, les gens ne réagissent pas parce que ils n'y ont pas intérêt ou bien par défaitisme ou je ne sais pas trop quoi, que ça devient la norme. Nous devons rester attachés à la lettre de la loi. Moi, j'ai dit par exemple ici là, que voilà le texte qui organise le port autonome de Douala. Voilà la loi qui organise le texte, qui organise les ports du Cameroun. Voici l'acte uniforme de l'OADA qui organise les sociétés commerciales. Voici ce que ces textes-là disent. Maintenant, toutes les autres déclamations qui sont faites par les uns et les autres, ça s'appuie sur quoi? Je suis d'autant plus d'accord avec Maître Moustapha que j'aurais vu qu'il lui était souhaitable que dès 2015, que le directeur général, s'il estimait qu'on avait empiété une partie de son pouvoir, qu'il dénonça, n'est-ce pas, la signature de ce contrat par le MINFI. Alors, il a consommé, il ne peut pas aujourd'hui se prévaloir de ses propres turpitudes. S'il a accepté, s'il n'avait pas dénoncé à l'époque, et je ne vois aucun texte, aucun article, rien qui dit qu'il avait dénoncé cela à l'époque, ça veut dire qu'il avait donné son consentement que cela se passe ainsi. Encore que je n'ai pas la prétention ici d'avoir la loi pour instrument de travail comme toi, par exemple, pour connaître si oui ou non, il y a, n'est-ce pas, une disposition textuelle donnant prérogative au MINFI. Je ne peux pas, je ne sais pas. Donc, quand je ne connais pas, je dois le dire, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y a un texte en la matière qui donne prérogative au ministre des Finances de pouvoir signer, n'est-ce pas, un acte pour ce type de contrat pour le compte du port. S'il en existe, tant mieux, peut-être que... Il en existe pas. Bien. Je dis je ne sais pas, je préfère dire que je ne sais pas. Et donc, si ça n'existe pas, il lui était de bon ton que le directeur général, voyant ses pouvoirs empiétés et piétinés, qu'il dénonça le contrat, la signature de ce contrat depuis 2015. Il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il attend aujourd'hui 2025 pour venir, n'est-ce pas, s'insurger? Encore que c'est un directeur que j'apprécie beaucoup, eu égard au travail magnifique qu'il fait. Je l'ai d'ailleurs accompagné à ma façon, n'est-ce pas, dans son combat contre Bolloré, lorsqu'il fallait, n'est-ce pas, bouter DIT dehors. Il faut le dire, c'est un monsieur qui fait un excellent travail. Mais ce que je dis, c'est que est-ce qu'il était nécessaire de recourir, par exemple, de manière alambiquée au pouvoir du chef d'état-major particulier du président de la République pour qu'il... Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Voilà, donc c'est pour dire que... C'est pour dire que... C'est tutelle. Et voilà, et c'est une entreprise... Toutes les entreprises ont la tutelle. Toutes les entreprises, toutes. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas de tutelle. Et donc, s'il fallait... Oui, et je Oui. termine donc en disant que pourquoi est-ce que c'est le ministre des Finances et non le ministre des Transports, d'ailleurs, qui ne se plaint pas? Vous avez vu, dans son exposé, il ne s'est jamais plaint en tant que tutelle technique en disant « c'est moi qui aurais dû signer le contrat ». Il est d'accord que ce soit le ministre des Finances qui ait signé. Et si le Premier ministre valide... Le Cameroun conforte l'illégalité. J'ai dit que au Cameroun, lorsque les gens ont intérêt, ils confortent l'illégalité. Je me suis retrouvé devant le Conseil constitutionnel du Cameroun, qui est notre plus haute juridiction, avec des gens qui avaient posé des actes frauduleux qui étaient connus de l'autorité publique. Le Conseil constitutionnel a validé. Donc ce n'est pas parce que la parole du ministre n'est pas la parole de la loi. Si le ministre des Transports dit une chose, il faut qu'il produise le texte qui l'habilite à parler comme il a parlé. Je vous dis que nous avons des textes, nous avons une loi de 2017 qui organise la République publique. Avant, il y avait une loi de 99. Avant, il y a un texte de 95, il y a une ordonnance de 95. Merci. Nous avons même l'acte uniforme de loi d'assurance de société commerciale. Parce que les statuts du port autonome sont rédigés. Oui. Merci. Terminez rapidement. Et donc, justement, je dis que, honnêtement, moi, je pense... Très sincèrement, cher maître, je pense qu'il fallait au moins respecter le parallèle de forme. Et je souhaite que si le directeur général estime que ses pouvoirs ont été piétinés, il faut qu'il y ait une démarche à suivre. Je vais dire que ce n'est pas parce qu'on a piétiné la loi que vous devez également piétiner la loi. Si le directeur général estime que la procédure n'a pas été respectée, moi je pense que la première des choses, c'est entamer une démarche pour faire comprendre au gouvernement qu'il me revient la prérogative, n'est-ce pas, de signer le contrat avec l'ensemble des opérations. Martial Bissot, après les enjeux économiques et sécuritaires soulevés par M. Katé, j'aimerais qu'on s'arrête avec vous aux enjeux politiques finalement de cette affaire, disons-le. Le conflit dépasse aujourd'hui largement la question du scanning portuaire. Il met en lumière une fracture profonde de deux pôles de décision, la présidence de la République
et la primature. Enjeu politique de cette situation. Oui, c'est ça qui est important de relever. Vous avez dit tout à l'heure que ce serait important que le chef de l'État prenne la parole. Je ne veux pas vous demander si ça arrive également parce que le chef de l'État ne parle plus. Mais le temps du chef de l'État, moi je peux écrire sur les silences. Je peux écrire sur les silences du chef de l'État. Mais ce qui est important. Les enjeux politiques, oui. Oui. Avant cela, donnez-moi 5 Allez-y. Pour rappeler quand même que, vous voyez, les États-Unis investissent 500 millions de dollars sur les intelligences artificielles qui génèrent la traçabilité et tout ça. Donc c'est pour donner, je dis aux directeurs du port, venez nous chercher, il y a l'expertise, hein. On ne cherche pas du boulot, mais on vous aide. Ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle... Vous faites beaucoup d'appels de balles finalement ce midi. Oui, vous dites ce que vous voulez, mais je dis, les Camerounais ont de l'expertise, il faut s'ouvrir. L'intelligence artificielle règle tout ce problème de scanning en 5 secondes. C'est-à-dire une bonne base, des data centers installés avec une technicité avérée. Pourquoi au Cameroun on doit se cacher? C'est le seul pays au monde où on doit disparaître avec sa compétence. Moi, je ne vous comprends pas. On vous dit qu'une seule intelligence IA bien installée là au port de Douala gère le scanning dès le départ même, avant le transboarding, c'est-à-dire avant que le bateau ne quitte à Anvers. Ici, à Douala, on a déjà scanné. L'intelligence artificielle suit avec, à la loupe et à la seconde, tout le parcours sécurisé du conteneur, s'il a été touché ou pas, débouché ou pas. C'est le problème qu'on règle dans tous les ports du monde en 10 secondes. La Chine, après 1,5 million de conteneurs qui sortent en 1 heure. Et là, ils ne font pas de la magie. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, sur le débat politique. Les enjeux politiques. C'est très compliqué. 2 pôles de décision, la présidence de la République et la primature qui s'affrontent. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter que nous sommes en fin de règne. Et c'est un problème qui se pose avec acuité et qui va beaucoup se poser. Alors, moi, j'ai soutenu le président Biya parce que je ne voulais pas que le pays se défasse. Vous comprenez un peu? Comme disait Camus. Je sais qu'on ne peut pas le changer, mais je ne voulais pas qu'il se détruise, qu'on s'auto-détruise. Parce que là où on allait là, quand vous avez des adversaires comme les Ngwana, ce n'est pas des enfants de cœur en politique. Ils ont toujours des petites missions secrètes. Nous, on sauvegarde le pays. Alors, maintenant... Mission secrète? Oui, vous avez... voilà. Lesquelles, par exemple? Pour la déstabilisation du pays. Mais c'est grave ce que vous dites. C'est très grave ce que vous dites. Moi, j'aime le Cameroun. Voilà. Je suis profondément attaché au Cameroun. Ne jouez donc pas double jeu. Je n'ai jamais joué double jeu. Le pays donc était tellement en train J'ai la loi chevillée au corps. Voilà. Le pays était en train de tanguer, qu'on s'est dit qu'il faut le protéger. Maintenant, Paul Biya vient de gagner. C'est un régime c'est un mandat qui va être très difficile parce que ça va laisser apparaître des velléités. Tout le monde a des ambitions. Même mon chien au village a des ambitions. Il veut un os plus gros. Et c'est maintenant qu'on voit les gens qui ont une appétence pour le pouvoir qui commencent à se positionner. Et c'est là où nous devons être plus prudents, plus mesurés, parce qu'on va scruter tout ce qui se passe. Je vous ai dit tout à l'heure que si le chef de l'État fait une délégation permanente de signature, et on doit la respecter. C'est une parole, pas directe du président, mais c'est une parole autorisée et inattaquable. Et maintenant, de l'autre côté, je voudrais comprendre le support. Administrativement et politiquement, le chef du gouvernement, il est dans son rôle. D'où tient-il cette puissance de contredire un ordre qui vient de la présidence? Ça veut dire qu'il y a déjà des doutes, ça veut dire qu'il y a des querelles qui ne se cachent plus, ça veut dire qu'il y a des chapelles politiques qui se forment à l'intérieur et de l'appareil politique, et du parti politique, et de tout ce qui engendre. Et c'est là mon inquiétude, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que moi je représente un courant, je veux dire, peut-être de modernité, de justice et de progrès. Je veux que le Cameroun avance, mais je pense que ça va être de plus en plus dur, et ça se passe devant nous, hein, j'invente rien, ça va être de plus en plus dur que la parole du grand chef soit contestée. Donc il faudrait qu'il fasse une sortie, soit un remaniement dont on... Ça va être de plus en plus difficile que la parole du grand chef soit contestée. Pourtant là, il y a la... Non, soit respectée. Très bien. Peut-être si je... Oui. Le lapsus, il est révélateur peut-être. Donc il ne faut pas qu'on conteste la parole du grand chef. S'il est le patron, s'il est le président du pays, comme il est, il faudrait qu'il prenne des mesures directes. C'est-à-dire que peut-être...
Je ne sais pas, il faudrait quoi? Un communiqué officiel, un autre communiqué? Qu'est-ce que Paul Biya devrait faire? Peut-être une sortie aux 20h, mais je pense que ce n'est pas un très bon signe que les ordres viennent de la présidence. Vous avez vu combien de sorties du président de la République aux 20h? Oui, mais je veux dire que ce n'est pas aujourd'hui que je parlerai d'une conférence de presse, ce n'est pas peut-être de son âge, mais je dis que... Mouka était plus jeune. Même plus jeune, non. Vous ne l'avez pas suivi à Radio Monte Carlo, vous l'avez pas suivi. C'était pas au Cameroun, hein. C'était pas au Cameroun. Au Cameroun, on ne l'entend jamais. Il a souvent donné on l'entend le 10 février, le 31 décembre, c'est tout. C'était même pas une conférence. Il s'exprime souvent devant Charles Ndongo éternel, bon, voilà. Après avoir voté? Ce que je veux dire, c'est que le chef du gouvernement est dans son rôle et le secrétaire général du parti est dans son rôle d'administrer. De la présidence, oui. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, c'est d'où vient le pouvoir du Premier ministre. Constitutionnel, de la Constitution. Donc, est-ce que c'est un pouvoir constitutionnel. Je sais, mais je dis... Légitimité constitutionnelle de l'action publique. C'est le gouvernement qui a signé le contrat. Mais ça veut dire que John Gouté, qui est il est juriste, non? Oui. Il est brillant, il sait, et moi j'aime bien. Mais maintenant, ce que je veux aussi dire, demander aux Camerounais, pour qu'on sorte de ce débat de chiffonnier à la fin, c'est à qui profite cette bataille? SGS appartient à qui? Moi, ça ne m'intéresse pas les voiles qu'on met là, PCB, PC truc. C'est une société de quel fond? De quel droit? Ça vient d'où? Qui se cache derrière? Est-ce que c'est une main coloniale? Est-ce que Transatlantique est une main camerounaise ou coloniale aussi? Est-ce que c'est les Suisses, c'est les Allemands? C'est ça votre rôle aujourd'hui. Moi, quand j'étais journaliste, c'est ce travail que je faisais. Parce que venir présenter les beaux textes et lire, non. Nous devons savoir qui veut contrôler le port du Cameroun. Très bien. Qui met l'argent dans la sécurisation de nos données et de nos biens et de notre pouvoir économique au Cameroun. Qui se cache? Parce que le colon est très fort. Parfois, il met juste une main gant blanche et puis laisse les Noirs s'agiter. Donc moi, ce n'est pas un racisme primaire, ce n'est pas même racialisant, mais c'est qu'au Cameroun, on constate que, et c'est les batailles que j'ai menées avec Edmond il y a très longtemps. Nous sommes à la base de cette lutte panafricaniste. Je suis écœuré aujourd'hui quand quelques deux fous étendus se cachent en asile en Europe pour parler de nous. C'est nous qui avons commencé ces batailles du panafricanisme ici. On n'a pas créé, mais on a enchaîné avec la modernité et les médias, Afrique Média, dont je suis à la base de la création. Oui. C'est pour dire, non, c'est très important. Oui. Nous, on va se limiter sur les combats du juridisme, alors que le vrai débat, c'est quelles sont les forces, surtout en ce moment où il y a un appétit énorme pour le Cameroun. Vous ne le savez peut-être pas. Il n'y a que les Camerounais pour insulter leur pays. Mais ailleurs, le Cameroun est d'un attrait mondial. Très bien. Tout le monde veut s'arracher une partie du Cameroun. Et s'il n'y avait pas l'armée, c'est pour ça qu'on a parlé de la donnée sécuritaire, s'il n'y avait pas l'armée valable au Cameroun, comme on a la chance d'avoir là en ce moment, c'est que le Cameroun est déjà congolisé là. Très bien. Donc maintenant, qui se cache? Et c'est là où même les avocats devraient venir nous dire. Qui se cache derrière ces fonds qu'on ne maîtrise pas? Qui possède ces sociétés? Ce n'est pas des sociétés. Ça peut être peut-être de droit camerounais, mais on sait bien comment ça s'est passé. Moi, j'ai décidé de ne plus tout dire, parce que parfois, on prend des uppercuts. Mais j'oriente le regard des Camerounais sur qui veulent arracher le port du Cameroun aux Camerounais. Le vrai débat. On va sortir de ce sujet en une minute, vraiment une minute chacun. Est-ce qu'on peut inscrire, Maître Tanfo, cet affrontement dans la lutte feutrée pour la succession présidentielle? Bien évidemment, c'est connu déjà de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a des camps qui s'affrontent et ça tire à boulet rouge, parce que on a vu plusieurs fois les gens questionner ce qu'ils appellent les autres instructions. D'autres estiment que ça ne vient pas du président de la République. On a vu d'autres qui sont dans les postures républicaines lorsqu'ils prennent des décisions. C'est contesté. Mais moi je dis, est-ce que notre pays vraiment mérite ce spectacle qui est en train de se vivre aujourd'hui? Moi je dis non. Très bien. Si vraiment on avait des patriotes, comme on le dit, je pense que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui allaient comprendre qu'il était quand même aussi temps de changer la main. Très bien. Maître Moustapha Ngwana, le silence du chef de l'État, une fois encore, stratégie ou faiblesse, selon vous?
Je ne sais pas s'il faut parler de faiblesse, mais je pense que c'est une manière d'opérer qui est propre à l'homme. Le président de la République est très circonspect. Il ne s'exprime jamais véritablement sur les questions qui intéressent la vie de la nation. On a une crise anglophone qui est là depuis 2016. Il n'a rien dit à propos. On va dire qu'il n'est jamais rendu à Bamenda. Donc, quand vous voyez en réalité, je pense que le président de la République est dépassé par les événements. Il est dépassé par les événements parce que rien ne peut expliquer qu'il y ait autant de contestations sur la légitimité des hommes politiques et que le président de la République ne puisse pas faire un gouvernement. Paul Biya, on connaît Paul Biya comme un homme qui change le gouvernement à Tchil-Larigot. Mais quand même, on se retrouve à un gouvernement qui est là depuis 7 ans, mais qui n'a produit rien d'autre que la misère la plus atroce pour les populations camerounaises. Donc, quand on me dit que ce serait une stratégie, je dis non. Très bien. Le silence, pour sortir sur ce sujet-là, je voudrais qu'on se dise une chose, c'est que les différents camps qui se battent aujourd'hui, ils ne se battent pas pour l'intérêt supérieur de notre pays. Ils ne se battent pas pour les Camerounais. C'est-à-dire que les gens se battent. Je reste légaliste parce que je dois dire qu'au fond de moi, j'ai un peu questionné à gauche, à droite. De toutes les entreprises publiques camerounaises, je crois qu'il y a la CNPS, il y a le port autonome de Douala, je ne sais plus trop. Il y a à peine 5 entreprises qui sont véritablement rentables. Donc quand on a un homme comme celui-là qui a quand même réussi à faire partie Bolloré du port sans que le Cameroun ait délié les cordons de la bourse, quand on a un homme comme celui-là quand même qui a des résultats, on a envie de lui donner un blanc-seing lorsqu'il pose un acte. Parce qu'on dit il faut lui laisser les coudées franches pour qu'il puisse davantage développer le port autonome. D'abord, le port aujourd'hui est davantage sécurisé qu'il n'était pas le passé. Vous voyez parfois qu'il y a des petites actions qui peuvent être posées par un homme politique, mais qui ont un impact quand même d'une amplitude nationale. Donc, je dis quand on a affaire à une telle personne, on se dit bon, dans le désert managérial camerounais, pourquoi pas lui donner quand même la possibilité de pouvoir poursuivre son activité. Parce que le danger, c'est qu'on a eu aussi un homme ici qu'on appelait Fondjindam. Fondjindam avait développé le chantier naval industriel du Cameroun, qui était une place réputée dans toute notre sous-région. Du jour au lendemain, on a arrêté le monsieur. Oui. Aujourd'hui, le chantier naval se retrouve devant la ferraille. C'est une entreprise qui n'existe carrément plus, si ce n'est que sur le papier. C'est la question du patriotisme dont je parlais tout à l'heure. Donc je dis que, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, moi je suis un patriote, et c'est pourquoi je dis qu'en tant que patriote, quand je vois qu'un citoyen camerounais pose les actes qui aide la République à rester debout, nous devons l'accompagner, et ça c'est le sens de ma démarche. Et ça n'a pas besoin d'être partisan, c'est pourquoi je dis qu'il faut se mettre au-dessus de la mêlée. L'intérêt national doit guider chacune de nos actions. Edmond Kuaté, le Premier ministre a décidé, SGS reste au port autonome de Douala. Le feuilleton est-il pour autant terminé, selon vous? Ça, c'est la grosse question qu'il faut se poser. Parce que prenez quand même un peu l'ordre chronologique des choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une bataille qui en apparence se limitait entre le MINFI et le directeur du port. Par la suite, il y a un arbitrage qui se fait au niveau de la présidence de la République, convoqué par le SGPR. Il y a un arbitrage qui, selon, n'est-ce pas, le secrétariat général de la présidence, parce que la réunion était présidée par le conseiller technique Ayem Mogé, a exprimé la volonté du chef de l'État et a arbitré en disant, d'accord, SGS s'en va et transatlantique, oui. J'y arrive, va donc désormais poursuivre les activités. Une semaine après, c'est le Premier ministre qui convoque l'ensemble des acteurs. Et connaissant un peu le système de fonctionnement des choses, en dépit, n'est-ce pas, des pouvoirs constitutionnels qui lui sont conférés, j'ai l'intime conviction, c'est mon intime conviction, que le Premier ministre ne peut pas avoir agi sans en toucher un mot au président de la République sur des questions pareilles. J'ai l'intime conviction. Il a certainement, n'est-ce pas, il s'est certainement rapproché du président de la République pour savoir, parce que s'il ne devait s'en tenir qu'à ce qui a été fait, il se serait dit, d'accord, le président de la République, au travers de son secrétariat général, a pris une décision, je m'en tiens à ça. Le Premier ministre, M. John Gouté, ce n'est pas quelqu'un qui poserait un affront au président de la République. Ça, je ne le pense pas. Connaissant un peu l'homme. Et donc, je suppose que dans les entrefaits,
il a dû se rapprocher du président de la République. Lui a touché un mot. Je ne sais pas ce que le président lui a dit. Ça l'a donc amené à convoquer les acteurs et à donner une décision contraire. Très bien. Alors, je crois que cette histoire, la question donc qu'il faut se poser maintenant, parce que quand j'écoute ce qui s'est passé, il semblerait que, n'est-ce pas, les installations de SGS ont déjà été balayées. Et donc, finalement, quelle est la décision qui va s'implémenter sur le terrain? Est-ce celle du secrétaire général à la présidence? Est-ce celle du Premier ministre? Dans ce cas, on n'est pas encore sorti de la bataille. Au-delà de ce duel, Martial Bissot, qui a cette question centrale finalement, je pense que Maître Moustapha Ngouana l'a subtilement posé. Est-ce que Paul Biya dirige encore? Est-ce que Paul Biya tient encore les rênes? La preuve, il y a les deux branches de Paul Biya qui sont actionnés. Ce que vous devez savoir, c'est quand est-ce qu'il va réagir. Ça, c'est un autre volet. Mais là, je vais quand même vous dire que... Comme il a réagi avec les hautes instructions au sujet de la FECAFOOT et du MINSEP. On est en face des intérêts croisés. Il y a les intérêts institutionnels, économiques, il y a les intérêts stratégiques et le volet sécuritaire aussi qu'il ne faut pas oublier dans cet imbroglio. C'est pour ça que je dis ici que on ne peut pas juste dire que le port va marcher comme ça. Parmi les rares choses qui marchent, au risque de nous répéter, c'est le port. Et pour que le port tienne, il y a toujours un millefeuille sécuritaire à mettre. Parce que tout entre par le port. Vous avez les armes aujourd'hui, vous avez la drogue, vous avez les trafics, vous avez les données sensibles sur le flux commercial, la traçabilité des marchandises. Vous croyez que ce n'est plus l'entité seulement, ce n'est plus l'entité juridique portuaire qui peut gérer. C'est un mobile politique majeur. C'est la survie du Cameroun qui en dépend. C'est pour ça que, connaissant Paul Biya, juste un mini-micron, il laisse voir des tendances. Il dit au Premier ministre, prenez vos responsabilités. Donc en fait, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Paul Biya, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le lisent, pour ceux qui l'étudient, pour ceux qui le subissent depuis 43 ans, savent qu'il aime... Vous avez dit subissent. C'est un maître d'échecs. C'est un joueur d'échecs. Il aime voir, il aime regarder, il aime que les gens osent, mais pas trop. Et celui qui déborde un peu, enfin de toutes les manières, d'ici quelques heures, on saura à qui appartient ce morceau de camembert. Très bien. Mais moi, ce que je veux dire dans pour sortir, bataille, c'est fouiller bien à qui appartiennent ces choses-là. Et Transatlantique, et voilà, Atlantique et SGS, et vous allez me dire les qui actionnent aux côtés, en sourdine. Oui. Parce que, vous savez, tout ce qu'on a au Cameroun, c'est la petite souveraineté qu'on essaye d'acquérir. Parce que les vrais hommes, les vrais premiers et les derniers grands nationalistes de ce pays, c'est Oumiobe, c'est Wandié, c'est Moumié. Et si on n'est pas de ce niveau-là, non, laissez-moi vous dire qu'il y a quand même une médiocrité générale dans le personnel politique aujourd'hui. Je me soustrais de cette catégorie parce que nous, on veut faire mieux. Mais je dis que le personnel politique est pour la plupart inculte, pour la plupart médiocre au Cameroun. Oui, il ne faut pas qu'on se cache. Et c'est pour ça qu'il faudrait le dénoncer, parce que c'est la médiocrité accélérée et terrorisée qui nous amène à ces situations-là. C'est des choses qu'on peut gérer en 30 secondes. Ça s'appelle des gentleman agreements, surtout au sommet de l'État. Et je ne vois pas pourquoi on va passer 6 mois, 3 mois à mettre le pays en péril, alors qu'on peut gérer ça en bonne intelligence dans une réunion de 30 minutes. C'est pour ça qu'il faudrait que les gens prennent leurs responsabilités. Et moi, je suis un peu aussi, pour chuter, quand Paul Biya a quand même donné sa signature officielle, c'est sa parole. Et je ne sais pas comment on fait pour ne pas souvent écouter ça. Très bien. Ça m'embête un peu. Parlons des incohérences qui affectent la filière aurifère au Cameroun. D'après les données officielles des douanes, 22,3 kg d'or ont été exportés en 2023. Pourtant, les Émirats arabes unis, principal importateur de l'or camerounais, fait état de 15,2 tonnes d'or en provenance du Cameroun sur la même période. Maître Tanfou, comment est-ce que vous analysez cette incohérence, ce contraste entre les chiffres ? Déjà, vous savez que chez nous, au PCRN, le président Cabral Libye dénonçait déjà la convention minière qui avait été signée entre l'État du Cameroun et Sinostel, où il a tiré déjà l'attention de beaucoup de Camerounais sur ce bradement de minerais qui était en cours. Donc voir ceci aujourd'hui, pour moi, ça ne me surprend plus parce que on a presque tous les outils pour faire les choses bien.
mais on ne le fait pas parce que peut-être ça profite d'autres personnes. Au Cameroun, on a une société qu'on appelle la Sonamine, qui est en principe censée être celui qui achète et qui revend de l'or. Mais est-ce qu'elle fait son travail? Non. Donc vous pensez que la Sonamine porte également la responsabilité du fait qu'une si grande quantité d'or sorte du Cameroun sans... Parce que si elle faisait son travail et qu'au niveau des portes de sortie... pas au circuit formel. Et il y avait aussi cette sécurité, on n'allait pas avoir cette disparité entre chiffres. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui exploitent notre or et qui veulent des personnes privées qui exploitent notre or et qui les vendent. Sans qu'on ait un contrôle sur cela, c'est ce qui se passe. Maintenant, si on a cette disparité entre les chiffres, ça veut dire qu'il faut que nous on se pose la question. Comment est-ce que notre or sort du Cameroun sans qu'on ait une traçabilité ou une comptabilité? Donc je pense que la Sonamine qui est censée jouer ce rôle, ou bien qui était censée être celui qui a l'autorité de vendre notre or. Encore que ce problème se pose bien avant la création de la Sonamine, pour être honnête, il faut le dire. Bon, si déjà, mais quand elle a été créée, est-ce qu'elle a su dans ce rôle qu'elle est censée jouer? Est-ce qu'elle a tous les pouvoirs, la Sonamine? Mais bien sûr, puisque c'est cette société qui a été mise sur pied pour vendre l'or. Maintenant, ça fait comment pour sortir du Cameroun? Ça veut dire qu'il y a une défaillance quelque part. Peut-être on n'a pas un système de contrôle adéquat. Et ça fait que chacun part vendre. Et quand après, la Sonamine va dire, ou bien l'État du Cameroun va dire que voici la quantité d'or que nous on reconnaît avoir vendu. Ceux qui ont d'autres informations vont dire que voici la quantité qui a été vendue. Ça nous met dans une situation inconfortable. Bon, c'est ce que je pense. Marcia Bissok, avant Maître Moustapha Ngwana et Monkuate, impuissance de l'État au dysfonctionnement profond de la filière. Je veux dire, les écarts qui transparaissent dans les chiffres relayés par le rapport ITI ne sont pas nouveaux, je le disais avec Maître Moustapha, avec Maître Tanfo. Comment comprendre que de telles quantités d'or, finalement, sortent du pays sans laisser de véritables traces administratives? Qu'est-ce qui favorise cette exportation illégale de notre or? Partout où on parle d'or, on parle d'illégalité. Vous savez, on ne prend que l'or dans la boue. Hein. L'or ne se trouve pas sur les étals où les gens se sont endimanchés. Et quand on va déjà creuser, vous avez tous les groupes de mafiosi, tous les groupes paramilitaires, tous les groupes d'espionnage et de déstabilisation qui entrent. La question qu'il faut se poser, c'est qui gère l'or du Cameroun? Qui l'exploite? Allez à l'Est, allez à Mobilon, allez partout là-bas, Angoï, là, partout, vous allez trouver des Chinois qui sont là, qui n'ont même pas de visa d'entrée au Cameroun. Vous allez trouver des Turcs, vous allez trouver... C'est fou. C'est ce qu'on a appelé la congoléisation de l'Afrique, en réalité. Quand vous regardez, par exemple, au Congo, c'est ce scandale qui fait que le Congo n'a jamais pu exister en tant que pays serein et vraiment officiel. Parce que quand il y a de l'or, l'or est une valeur axiomatique. Et le Cameroun a la chance d'avoir une des plus grandes réserves d'or d'Afrique. Vous allez à Ezeka, chez moi, là-bas. D'ailleurs, c'était la première ville allemande où les Allemands ont établi leur quartier parce qu'il y avait de l'or. Goldstadt. Et les Camerounais ne le savent pas. Vous allez à Ezeka maintenant, les mamans puisent l'or à main nue. Mais si demain, j'ai vu une horde de Chinois passer, même dans mon village, ils veulent 100 hectares, là, 100 000 hectares parce qu'il y a de l'or, ils veulent aller sur le Nyong et draguer, sur la Kélé, vous ne savez pas. Tout le Cameroun est couvert d'or. Et qui contrôle? Et là, je vais même vous dire, surtout cette zone de Sokélé, de la Kélé sur Pouma jusqu'au Nyong, je peux vous garantir qu'il y a un missionnaire français qui est resté là pendant plus de 30 ans, tout le monde le connaissait, et il avait un petit navire, et il interdisait aux villageois ni de pêcher, ni de pagayer, parce qu'il remontait le fleuve, il disait qu'il fait le tourisme, et on a découvert récemment que c'était une dragueuse. Donc l'or existe au Cameroun. Ce qu'il faut savoir, c'est qui a les moyens. C'est bien beau de dire l'or sort, mais quel est le Camerounais qui a investi ou qui peut investir massivement? C'est pour ça qu'il faut saluer la création de la Sonamine. Mais on ne crée pas juste avec le texte. Le juridique est très beau. Mais est-ce que la Sonamine aujourd'hui a les moyens de... Quand on dit contrôler la société des mines, ça veut dire vous avez une évaluation géostratégique avec les drones, les analyses en 3D de tout le sous-sol. Mais je vous rappelle que toutes les études minéralogiques et minières du Cameroun sont faites par les Nations Unies, qui ont la carte minière du Cameroun. Et le Cameroun achète la carte minière. Je le dis parce que j'ai eu la chance parfois d'accompagner M. Bokom, un Bogné, qui a des sites à Comdeux et à Fifinda là-bas. Mais il fallait une bataille monstrueuse en termes de centaines de milliards pour
pour avoir l'autorisation d'avoir, comment on appelle, la carte géographique, la carte de naissance. Géologique. Et c'est les grands groupes qui financent ça. Donc vous avez les ONG, vous avez les grands groupes, et vous avez les Nations Unies qui financent à hauteur de milliards le sous-sol, les cartes géologiques des pays. Et c'est eux qui revendent au Cameroun. Donc, avant de dire où est passé l'or du Cameroun, dites-vous, est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui? Enfin, moi, je pense que dans la prochaine République, ou si on peut se rattraper, qu'on investisse massivement. Parce que je chute par là. Vous savez, c'est ça la difficulté des débats. Dès qu'on commence à argumenter, il faut qu'on soit coupé. Je sais qu'il y a le timing. Exactement, Martial. Vous êtes également, vous avez été un présentateur, donc vous savez exactement quelle est notre... Je suis en retraite, je suis donc vous savez quelle est la difficulté qui est la nôtre. Quand on dit que l'or est sorti du Cameroun, la seule chose qui ne sort pas d'un aéroport, c'est l'or. Pas les bijoux, hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas cacher l'or quelque part. En scanning, en tout, vous êtes pris tout de suite, même le plus mauvais scanner. Donc si l'or est sorti du Cameroun, ça ne peut être que par des jets privés, ça ne peut être que par des choses un peu plus compliquées. Mais ce n'est pas le lieu pour moi. Ça peut pas être par Simalène aussi également? Non, c'est très très compliqué. C'est que c'est une complicité vraiment bien huilée. Très bien. Ça peut aussi être par nos frontières poreuses. Le Cameroun a 500 000 km². Vous vous rendez compte? Quand je dis aux Camerounais, j'ai dit à quelques étudiants l'autre jour à Paris que mais vous savez que l'Allemagne est plus petit que le Cameroun. Ils ont discuté. De près de 200 km. On a 500 000 km. Près un demi-million de kilomètres carrés. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Pendant qu'on parle, il y a des gens qui sortent à Kété avec des sacs d'or emballés. Vous savez que le sous-préfet de Kété, de toutes ces zones-là, la frontière de Centrafrique, il parle pas en CFA. Moi, j'ai fait cette zone, aller à Garouaboulaye, boire, tout ça, Bossambélé. On est collé à la Centrafrique, le diamant, l'or. Les gens se le payent comme ça, là. Et qui va contrôler ça? Très bien. Malgré la force de notre armée. Voilà. Maître Moustapha Ngwana, on a lu le communiqué du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique par intérim, communiqué publié le 29 décembre, dans lequel... Par intérim, déjà, ça pose un problème. Mais bon. C'est le ministre par intérim. Ou alors vous allez parler du ministre de la Jeunesse qui est également le MINFOP. Donc communiqué publié le 29 décembre dans lequel il rappelle que la Sonamine détient l'exclusivité de la commercialisation de l'or. On a également pu lire les interviews du directeur général de la Sonamine qui rappelle que ce problème est antérieur à la création de la société d'État. Aucun des deux n'en parle réellement, mais l'enjeu est facteur corruption. Est-ce qu'il a écarté? Mais vous vous rappelez que dans la même période, on a arrêté 25 kg d'or à l'aéroport de Douala. Le ministre des Mines a écrit pour qu'on laisse sortir l'or en question. Mais bien sûr, c'est pas incroyable. Bien sûr, donc ça dit que déjà, ça dit que les 25 kilos sont de loin supérieurs aux 22 kg qui sont officiellement reconnus entre guillemets. Donc en réalité, je pense que il y a le facteur corruption, le facteur intérêt occulte est la principale raison, de mon point de vue, qui justifie que nous ayons une telle disparité dans les chiffres. Parce que l'État a des hommes sur le terrain. Donc ça dit que partout, les gens ont des petites autorisations, même artisanales et autres. L'État a des hommes sur le terrain, particulièrement dans la région de l'Est, l'État a des hommes. L'État a les moyens de pouvoir contrôler. Si nos frontières sont poreuses, c'est encore l'État qui laisse que les frontières soient poreuses. C'est même indécent que le ministre puisse accepter que pendant qu'il est là, qu'on puisse dire qu'un pays comme le Cameroun a produit 22 kg d'or. Nous savons qu'il y a des Asiatiques, il y a des Européens qui sont installés dans les régions aurifères de notre pays et qui parfois même n'ont pas obtenu des autorisations c'est-à-dire qu'à travers des autorisations artisanales, font des semi-mécanisés, font du semi-mécanisé et même de l'industriel au détriment du Cameroun, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 catégories d'autorisation et on le fait au détriment de notre pays. Donc je pense que la principale raison, c'est une raison de corruption. C'est pourquoi j'aime souvent le dire. Un pays ne se développe pas avec les gens qui sont particulièrement les gens les plus intelligents. C'est les patriotes qui développent un pays. Les patriotes mettent en place une vision et on utilise des gens intelligents pour implémenter la vision en question. Parce que vous pouvez être l'homme le plus intelligent de la Terre, mais si vous n'avez pas l'intégrité, ça ne sert à rien. J'aime souvent un exemple que j'aime prendre, sans vouloir heurter qui que ce soit. Nous avons un ministre des Domaines qui était un éternel premier de la classe, peut-être même major à l'ENAM. Mais à la pratique,
C'est l'un des pires ministres de domaine de l'histoire du Cameroun. Vous voyez qu'on vient parfois, on annule les titres fonciers sur les hectares, 200 hectares, 300, et les autres, ça dit que ces collaborateurs qui ont travaillé ces dossiers ne sont jamais sanctionnés. Vous retrouvez parfois sur le même terrain, il y a 2 titres fonciers. Et qu'est-ce qui se chevauche? Et même plus. Et ceux qui le font ne sont jamais sanctionnés. Donc en réalité, vous comprenez que ce n'est pas notre problème, c'est d'abord une question d'intégrité, c'est une question de patriotisme que les gens n'ont pas. Et sans patriotisme, le Cameroun ne se développera jamais. Vous mettrez les personnes les plus intelligentes qui soient, et je vais vous dire que d'ailleurs, la plupart de nos ministres, il y en a qui sont professeurs d'université. Mais quand on les voit à la pratique, le rendu est d'une médiocrité alarmante. Donc vous comprenez que d'autres plus grands problèmes aujourd'hui, c'est un problème de patriotisme, c'est un problème d'amour de la patrie, de la corruption. C'est la preuve de ce que, le pays, celui qui pose les actes n'est pas patriote. Et aucun attachement pour son pays. Edmond Kuaté, est-il possible d'évaluer, on sort de ce sujet avec vous et d'ailleurs de cette émission, est-il possible d'évaluer les pertes fiscales liées aux exportations illégales de l'or camerounais? J'interroge les conséquences économiques alors que les recettes minières représentent quoi? Moins d'1% du budget national. Paradoxe quand on sait qu'en ce moment le prix de l'or est très élevé. On est à 97 millions le kilogramme. Vous imaginez 15 tonnes ce que ça ferait? Alors, cette situation met en relief le caractère assez saugrenu de notre structure, de notre structuration et même de notre organisation économique. Pendant que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas, de l'évasion de 15 tonnes, encore, il faut le dire, ce n'est qu'une indication, tout simplement parce que c'est une quantité qui a été déclarée par les Émirats arabes unis. Et si vous allez dans tout ce qui est allé de partout, un peu dans le monde, aux États-Unis, un peu partout, vous verrez qu'on est loin du compte. On est au-dessus de 15 tonnes. Alors, je dois attirer votre attention pour vous dire que en ce moment, il y a un débat qui est très houleux, qui est très chaud, suite aux multiples décrets du chef de l'État habilitant le ministre des Finances à aller chercher les capitaux, aussi bien sur le marché intérieur que le marché extérieur. L'un des décrets, n'est-ce pas, dernièrement, c'est qu'on habilitait le ministre des Finances à aller chercher 1000 milliards sur le marché extérieur et 650 milliards sur le marché intérieur. 1000 milliards en dette souveraine. Prenez les 15 tonnes. Je vous ai dit que le kilogramme aujourd'hui, c'est 97. C'est 1455 milliards. Ça va vous faire 1455 milliards. Ça règle ce problème. Alors, vous comprenez un peu. C'est pour ça que je dis que ça met en relief le caractère saugrenu de notre système de gouvernance économique. Finalement, c'est à déplorer. Donc, vous comprenez que nous sommes tout simplement comme, je n'ai pas envie de dire des gros mots, nous sommes tout simplement comme ces ignares qui sont couchés sur des tonnes de maïs et qui tous les jours s'en vont mendier une boule de couscous quelque part. C'est ce que nous sommes, ayons le courage de dire les choses. C'est-à-dire que nous sommes couchés sur des tonnes de maïs, nous dormons là-dessus, ça pourrit en bas. Peut-être que c'est le couscous manioc qu'on va mendier. Alors, chaque jour, nous prenons notre petit bol et nous allons mendier une boule de couscous quelque part. C'est incongru, ça n'a pas de sens, c'est très bizarre ce que nous sommes en train de faire. Et donc, pour dire que vous avez mis en farceur je vais dire quelque chose qui est la corruption. Aujourd'hui, l'exploitation minière au Cameroun relève d'une opacité à nul autre pareil. Et cette exploitation-là, il faut le dire, ça profite à minima, parce que cette corruption, il faut bien le dire. Lorsque le ministre, par exemple, lorsque les douaniers ont fait leur travail et qu'ils ont arrêté 22 kg d'or, 25 kg d'or, oui. Au lieu que le ministre demande qu'on rentre et qu'on respecte, par exemple, un ensemble de choses dans le circuit formel d'exploitation, ils l'écrivent pour demander tout simplement que cela sorte. Vous croyez qu'il le fait comme ça pour rien? Non. Il faut dire que c'est un circuit qui est très bien huilé depuis l'exploitation. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, curieusement, on ne donne pas de permis d'exploitation d'or, on donne des permis d'exploration. Et ces permis d'exploration sont toujours, n'est-ce pas, convertis en permis d'exploitation, sans que personne ne veuille savoir quelle est la dimension de l'exploitation. Parce qu'en matière d'exploitation minière, vous avez la dimension artisanale, semi-industrielle et industrielle. Si vous allez dans les sites d'exploitation, vous allez voir que quasiment tout le monde est aujourd'hui dans la dimension industrielle. Quand vous allez voir le type
n'est-ce pas, je vais dire de tamis, le type de machine utilisée. Il y en a qui vont vous aligner au moins 10 pelles excavatrices, autant de bulldozers, autant, et puis avec des, je vais dire, des tamis assez sophistiqués, assez industriels pour pouvoir tamiser l'or. Et donc, malgré cela, vous avez parlé d'évasion fiscale. Ils ne sont pas assujettis à un régime spécial de fiscalité. Ils continuent à déclarer, ils vont vous déclarer qu'ils ont tiré quelques grammes d'or, parce que si, n'est-ce pas, en totalité, globalement, on vous déclare qu'il y a 22 kg d'or exploité au Cameroun, vous pouvez calculer l'incidence fiscale. C'est-à-dire que ça, c'est la quantité globale de tous ceux qui sont à Lomé, à Machin, à Ngaoundal, à Mini-Martap et qui exploitent l'or. Si tout le monde, finalement, ils sont par centaines, ces exploitants. Si tous ont donc déclaré 22 kg, en termes d'incidence fiscale, vous pouvez comprendre qu'ils n'ont rien payé fiscalement. Alors qu'en sous-jacence, ils ont exploité des tonnes d'or qui auraient pu nous permettre, n'est-ce pas, je vais dire, de spéculer pour pouvoir avoir. Si vous aviez seulement cette quantité d'or-là, comprenez que vous n'auriez plus besoin de recourir à l'emprunt obligataire pour aller émettre des bons assimilables de trésor pour pouvoir endetter le Cameroun en devise. Vous auriez pu seulement mettre même ça en garantie, seulement pour dire, bon, écoutez, voilà la garantie que j'ai, la garantie souveraine que j'ai, et dont j'ai besoin des capitaux même sur le long terme. On vous donnerait de l'argent tout de suite. Puisque l'or, c'est une valeur refuge. Vous terminez. Voilà. Et donc, pour dire tout simplement que oui, le Cameroun, contrairement à ce que les gens pensent, n'a jamais été un pays pauvre. Le Cameroun est simplement appauvri par un système managérial suranné, par un système managérial basé sur la corruption, par un système managérial basé sur l'opacité qui met plus en avant les intérêts, n'est-ce pas, privés de certaines personnes au détriment de l'intérêt supérieur. Merci en tout cas Edmond Kati d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci à vous. Maître Richard Tanfou d'avoir été là. Merci Maître Moustapha Ngouana d'avoir été là. Martial Bissok, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous voulez dire un dernier mot peut-être? Non, juste que je salue tous mes frères du village, Ilokbatindi Adehane, et je reviens manger une bonne tête de vipère en bongo avec un peu de macabo, mamo. Merci, voilà. Merci mesdames et messieurs. Je salue les Camerounais que j'adore. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. Merci également à Denis Yamen à la réalisation. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous.